Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se rejoint une nouvelle fois pour poursuivre la série de l'été. Je pense qu'on aura 5 épisodes. Logiquement, on devrait réussir à la faire en 5 épisodes. Il y en a déjà eu 2 premiers sur les meilleurs primes des 20 dernières années. Et pour parler de ça, dans cette série un peu détente de l'été, on est comme d'habitude avec Paul. Salut Paul, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Écoute, ça va, on continue de suivre un petit peu la free agency. En fait, ce que vous savez pas, c'est que juste avant l'épisode, on s'est dit, on va arrêter de faire une intro autour de la météo, ça tourne un peu en rond, donc on va trouver un autre sujet. Et Paul m'a dit, si on parlait de Peyton Watson à Dallas, aux Cavs, je lui dis, écoute, je vois absolument pas comment Peyton Watson peut se retrouver aux Cavs, à part être comme surtout qui envoie tous vos contrats pourris. Mais Denver a aucun intérêt de le faire. Du coup, je vais te poser une première question, c'est pourquoi James Harden n'a toujours pas signé, Paul? Moi, j'ai l'impression qu'il demande, je sais pas si c'est Clutch, son agent, j'ai l'impression qu'il demande 40 par an. Et qu'en fait, les Cavs, ils sont pas débiles, ils veulent pas lui donner plus de 30 par an, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, à la fin de l'été, il y aura peut-être un compromis à 34, 35 la saison. Mais c'est vrai que ça fait quand même plus d'un mois que la free agency a débuté et le mec, il a toujours pas prolongé. Donc, je pense que c'est forcément une histoire de thune ou de longueur du contrat, quoi. Sachant qu'il est absolument pas en position de force puisque plus personne n'a d'argent. Donc il est pas trop en position de décider, quoi. Il y a plus que les Cavs qui peuvent lui donner un contrat. Ouais, après, si ça se passe mal, il peut toujours demander un sign and trade, hein. Il peut toujours demander un signing trade, effectivement. Pour Donc, toi, c'est il y quoi a, la il y a- valeur de James Harden aujourd'hui? Ta valeur salariale de James Harden, tu lui donnerais combien? Ouais, 25, je pense, c'est le bon prix, 30 max, tu vois. Je pense. 25, parce qu'il y a quand même un gros volume offensif encore. Mais vu qu'il défendait pas avant, il défend encore moins. Il y a toujours autant de déchets, donc ouais, 25. Et puis les 25 la saison. compromis commencent à être un petit peu problématiques. D'ailleurs, on en a parlé. Au final, je me rends compte que je fais la promo à chaque fois. On en a parlé dans la vidéo sur James Harden de cet aspect-là. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Enfin bref, on va démarrer donc sur le sujet du podcast qui est sur les primes des 20 dernières années. On va parler aujourd'hui de 3 joueurs, donc ça sera probablement un petit peu plus long que la dernière fois, mais c'est pas grave, on vous a découpé l'épisode pour que vous puissiez le regarder en plusieurs fois si nécessaire. Et donc vous l'avez vu avec la miniature, on va parler de Kobe Bryant, de Stephen Curry et de Kevin Durant. Mais comme pour chaque épisode, avant qu'on démarre, on va échanger sur nos petites mentions. On se fera la petite question aussi du chat après, mais sur nos petites mentions. Paul, est-ce que tu peux nous dire un joueur que tu n'as pas mis dans le classement, mais qui, selon toi, méritait de mention? J'ai pas mis Russ quand même dans le classement, j'ai pas mis Westbrook. Ok. Mais après réflexion, je crois qu'avec AD, quand j'ai fait la mention AD, j'avais dit que c'était le 12e dans le classement, mais je me demande si c'est pas Russ quand même le 12e. Parce que le mec, il est MVP. Il a quand même plein de records, notamment sa saison MVP. Il a 3 saisons en triple-double de moyenne, enfin même 4, je crois. Après les Wizards, il en a une aux Wizards, mais c'est plus vraiment son prime. Si on dit que c'est 2014, 2019, 2020, t'as quand même, t'as 2 finales de conf avec le Thunder aussi, où il remplit la feuille de stats quand même sur ses rounds de playoffs. Il était bon. Mais moi je l'ai pas mis parce qu'en fait c'est un joueur qui a beaucoup trop de déchets dans son jeu, quoi. Que ce soit le shoot, que ce soit le decision making, la défense aussi. Il y a quand même beaucoup de déchets en défense. Et donc il y a ce côté un peu bizarre avec Russ, c'est qu'il produit tellement qu'on se dit qu'il est trop fort. Puis après, quand tu regardes un peu dans le détail, et puis même quand tu regardes les matchs aussi de manière assidue, tu te rends compte qu'il a beaucoup de défauts, quoi. Donc il est dur à juger. Si des gens l'ont dans le top 10, moi je peux comprendre parce qu'il a fait des trucs de fou quand même. Mais moi ce qui me dérangeait aussi, c'est qu'une fois que KD part, il y a plus rien en playoff, quoi. Il dépasse pas le premier tour aussi. Ouais, je trouve que sur Russell Westbrook, il y a 2 choses, moi je trouve notables. Je l'aurais clairement pas mis dans un top 11. Tu vois, pour moi, le 12e, alors il peut en avoir plein des 12e, mais je pense que si j'avais dû en avoir un 12e, ça aurait été Draymond, comme je l'avais dit aussi lors du premier épisode. Je trouve que sur Westbrook, il y a une chose qui, du coup, descend la valeur de son prime, c'est qu'il arrive sur la fin de l'ère du volume.
Et en fait, il est plutôt bien fait pour l'ère du volume. Et autour de 2014, avec la montée des Warriors, la création des Cavs de LeBron Kyrie, on passe plutôt dans l'ère du spacing et de la pace. Et il n'a pas réussi à transvaser dans un jeu d'efficacité, notamment à cause de ses pertes de balles. Et du coup, tu vois, je pense que Westbrook aurait été encore plus fort s'il avait joué un peu avant. Parce que c'est un pur joueur de volume, tu vois. Et ça, je trouve que ça le décote un petit peu. Je pense qu'il aurait été plus respecté s'il était arrivé en NBA début des années 2000, parce qu'il aurait vraiment percé dans les années 2000. Il y avait quand même moins de concurrence à ce moment-là. Et je pense que s'il était arrivé dans un bon collectif ou qui cache mieux ses défauts que l'ont fait le Thunder, ça aurait été plus cool aussi pour lui. Mais je suis un peu d'accord qu'une fois que la révolution du spacing est arrivée, il a eu du mal à s'adapter, quoi. Même s'il produisait toujours, le shoot, il a quand même limite encore plus régressé qu'en début de carrière. Notamment sur la ligne des lancers, où je crois qu'il perd quand même 20% sur 2 saisons pendant son prime. Et après, bah ouais, c'est pareil, la bataille des possessions, même si c'est un super passeur, il y a eu tellement de pertes de balles que voilà. Et puis même s'il gamble beaucoup pour de la transition et pour faire des interceptions et aller en transition, il y avait beaucoup de déchets. Donc dans le côté nouveau basket un peu qui a apparu milieu des années 2010, c'est sûr que c'était pas le profil parfait, quoi. Ouais, d'autant que, alors effectivement, tu as raison, il a complètement perdu notamment son mi-distance qui était assez létal dans la première partie de sa carrière, son pull-up à mi-distance qui était vraiment une arme de tir énorme pour lui qu'il a perdu dans le temps. Et c'est vrai que dans la transition post-Kevin Durant dans l'ère du spacing, bah, en fait, le Thunder a mis un peu de temps à s'y mettre. Ils ont joué longtemps avec Steven Adams et Enes Kanter. Ils ont mis du temps à s'y mettre et bon, il n'a pas pu non plus profiter de ça, alors qu'il en avait peut-être même plus besoin qu'un Kevin Durant. Je passe au mien, à ma mention de mon côté, Paul, si ça te va? Vas-y. Parce que je pense qu'on a dit ce qu'il fallait sur Russell Westbrook. Non, ma mention, c'était pour que tu puisses expliquer aussi pourquoi t'as pas mis ce joueur dans le top 11 alors qu'il pourrait l'être. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander. C'est Shai Gilgeous-Alexander parce qu'en fait, sur les 6 dernières années, il y a quand même 4 années à plus de 30 points de moyenne. Il y a 2 MVP. Il est classé 4 fois top 5 MVP, 3 fois top 2. Il y a un titre NBA. Et en fait, Shai Gilgeous-Alexander, ça fait 3 ans, donc il y a au moins 3 ans où c'est, on va dire, le meilleur arrière au monde, ou en tout cas, il est dans les 3 meilleurs joueurs du monde. En fait, c'est vrai que quand tu regardes en fait, Shai Gilgeous-Alexander commence à être efficace extrêmement tôt dans sa carrière. Les résultats du Thunder ont fait qu'on s'en est pas totalement rendu compte, mais en fait, dès sa 2e, 3e année, c'est déjà un joueur qui est efficace et à fort impact. Et puis alors, sans surprise, c'est monté dans des sphères incroyables les 2 dernières années, puisque ouais, je pense que c'est le meilleur joueur d'isolation de la ligue, et puis c'est un finisseur extraordinaire. Pourquoi tu l'avais pas mis dans le top 11, Shai Gilgeous-Alexander? Je l'ai pas mis parce que il a quoi? Il a 27, 28 ans et j'estime que on n'a 27 ans, peut-être ouais. pas encore vu les 6 meilleures années de Shai. Il y en a 3-4 énormes, mais il y en a pas eu encore 6 comme d'autres. Et ouais, j'ai du mal à me mettre à être définitif en fait sur des mecs de 28 ans quand ils atteignent pas la trentaine. Parce que je trouve que la plupart des joueurs, quand ils atteignent 30 ans, à part exception, tu vois quand même un déclin physique, un déclin de moteur. Avec Shai, j'aurais pu mettre Luka aussi, tu vois. Luka, il a quand même un sacré prime. Mais je pense que Shai, si on le fait dans 3-4 ans à nouveau, ce classement, il gratte le top 5, voire même il est dans le top 5, quoi. Parce que là, il y a déjà, comme tu l'as dit, il y a déjà 2 MVP, il y a un MVP des finales. En plus, lui, pour le coup, il y a un vrai bon contexte collectif autour de lui. Donc, il y aura forcément beaucoup de matchs en playoff et des bonnes perfs. Donc, ouais, c'est sûr. Lucas aurait pu clairement y être, mais je trouve qu'entre les deux, les accomplissements collectifs de Shai sont quand même nettement au-dessus de ceux de Lucas. Il a aussi 2 MVP, ce qu'a pas Lucas et qui est beaucoup lié aux accomplissements collectifs. Je trouve que s'il y en avait un des deux à choisir, ça aurait plutôt été Shai que Lucas. Mais Ouais, je clairement, suis les d'accord. deux, tu vois, quand on voit qu'on a Chris Paul, bon, clairement, les deux auraient pu y être, ça aurait pas non plus été un scandale. Donc voilà, c'était aussi une occasion pour vous donner quelques éléments de précision sur le classement et sur surtout les 11 joueurs qu'on a pris. Bon, après, vous l'avez compris, hein, le classement, il est plus indicatif. Le but, c'est aussi de parler de joueurs dont on parle moins et de périodes dont on parle moins. Mais clairement, ils auraient pu y être, mais ils sont en fait tout simplement trop jeunes, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir vu leur prime, ce qui est pas le cas des autres joueurs. Toi, juste, t'as un avis sur Shai Gilgeous-Alexander, tu vois, dans les débats sur les meilleurs arrières, le niveau de Shai depuis 2-3 ans, comment tu le ranques, toi? Ah, moi, je l'adore et je le rank très haut, ouais. Même si je suis toujours un peu frustré de ce qu'il produit en playoff, parce que je trouve que il a jamais vraiment assumé en playoff, je trouve, le niveau qu'il mettait en régulière, notamment en termes d'efficacité, quoi.
Il a du mal à être vraiment régulier sur son 3 points ou être dominant physiquement, athlétiquement. Mais ouais, je le rends très très haut. Après, sa carrière est pas finie, mais tu vois, je pense qu'il dans l'histoire des meilleurs numéros, enfin des meilleurs arrières un peu dans le même rôle que lui, je pense qu'il peut finir devant des Kobe, des Wade, des Harden, quoi. Ouais, peut-être, alors Kobe, on va en reparler d'ailleurs, mais peut-être notamment en termes de niveau individuel. C'est vrai que sur les accomplissements, après, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que Kobe, il y a quand même 5 titres à aller chercher, où à chaque fois, il a un Ouais. rôle absolument essentiel, donc c'est un peu dur à aller chercher. Mais en tout cas, oui, dans les accomplissements, dans le niveau individuel, sûr que Shai est extrêmement haut. On s'était dit aussi, lors du, dernier, épisode, et puis on essaie de faire depuis le début, que vous pouviez nous poser des questions auxquelles on allait essayer de répondre durant le podcast. La dernière fois, on avait répondu à une question, bon, pour le coup, c'était moi qui l'avais mis, mais qui était est-ce qu'on a un peu un biais de victoire quand on rank les joueurs? On en avait parlé rapidement. Et là, on a eu une autre question, Paul, qu'on va pouvoir prendre. Une question de Sar. SCM 989. Selon vous, quels sont les joueurs les plus sous-estimés dans la NBA actuelle et all-time? Et toi, je crois que du coup, tu t'es fait une petite liste pour qu'on puisse se la challenger rapidement. Ouais, j'avais un peu 3 listes. La première, c'est des joueurs sous-estimés dans la NBA actuelle. Je trouve que les role players qui sont vraiment élites dans la NBA actuelle, ils sont tellement impactants en fait sur tous les domaines qu'ils deviennent beaucoup plus impactants que beaucoup de stars, quoi. Tu vois, j'ai 3 noms à te donner, mais Derrick White, Jaden McDaniels et OG Anunoby, je trouve que c'est tellement des role-players élites qui sont capables d'éteindre des stars en défense. Ils sont capables d'être ultra impactants aussi en attaque parce qu'en fait, ils ont de la création pour eux-mêmes, ils ont quand même du shoot et tout, et un peu de playmaking aussi. Que en fait, c'est des role-players parce qu'en fait, dans le pur profil, c'est des role-players, mais ils sont tellement impactants que en termes d'impact, en fait, ça vaut l'impact d'une star, quoi. Ce qui est intéressant avec les 3 joueurs, c'est que tu as 3 niveaux de salaire en plus. Tu as 25, 30 et 40 millions. Sauf erreur de ma part, Ouais, McDaniels doit être autour de 25, Derrick White 30 et Anunoby doit être à 40. Ce qui te permet de jauger aussi les attentes. Tu vois, McDaniels, t'es jamais déçu. En fait, le niveau le plus bas de McDaniels à 25, bah, tu te dis que ça le vaut. Et quand il arrive à step up comme il l'a fait cette saison contre Denver, et ben en fait, tu te dis putain, mais ouais, en fait à 25 c'est pas grand chose. Et c'est incroyable, Anunoby, ouais. quand il arrive à prendre ce rôle offensif, tu te dis bah en fait 40 ça peut les valoir en fait. Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, d'avoir ces gaps-là, mais c'est vrai que tu es rarement déçu par les top, en fait, tu es rarement déçu par les role players elite, je Surtout trouve. en playoff, ouais. Ouais, Même surtout en si, bon, playoff, ouais. Ouais. j'ai pris Derrick White, mais là, il a un peu loupé ses playoffs, mais il a quand même fait des gros playoffs avec Boston quand ils sont champions et tout, quoi. Donc, faut pas l'oublier aussi. Ouais, et j'avais donc la deuxième catégorie, c'est des joueurs un peu sous-estimés. Bon, j'ai pas pris all-time parce que moi, je regarde pas la NBA depuis 50 ans, donc c'est dur à dire. Mais sur les 15 dernières années, j'avais quelques noms. J'avais quand même, je trouve que aux Warriors, Draymond et Iguodala, ils ont toujours été un peu sous-cotés, quoi. Parce que ils produisent pas offensivement comme Curry et Clay. Mais en fait, ils sont tellement, ils ont été tellement importants et impactants, tu vois, en défense, dans les choix en attaque. Il y a un QI basket très très élevé que je trouvais qu'ils étaient assez sous-cotés. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, pour moi, il y a surtout Draymond, quoi. André ouais, Iguodala aussi hein, était un surtout joueur Draymond, ouais. génial, mais je trouve que la cote d'Iguodala est plutôt bien placée. Celle de Draymond, il y a clairement un biais sur les stats apparentes. En fait, Draymond subit le fait que les stats qu'on a l'habitude de mettre en avant, ça soit rebond, assist, point, tu vois, interception, bloc. Mais c'est typiquement le genre de joueur où si tu vas chercher toutes les stats avancées, en fait, tu as des niveaux de productivité qui sont énormissimes. Et Draymond, dans l'ère, parce que lui, il a vécu quand même plusieurs ères, c'est quand même un joueur qui a réussi à être impactant en défense dans l'ère du switch all, et dans l'ère du drop. Et tout en ayant en plus le rôle de coordinateur défensif. Et ça, c'est Ouais, absolument c'est ça. extraordinaire, en fait. Moi, je trouve que souvent, ce qui va venir monter la valeur d'un joueur, et puis je pense que quand on fera l'épisode notamment sur les LeBron James, on en parlera, mais les joueurs qui arrivent à résister au temps et aux transitions de jeu sont vraiment des joueurs qui ont une valeur C'est très énorme. valuable, ouais. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est vraiment très, très valuable. Donc Draymond, oui, bah moi je disais, pour moi, c'était le 12e nom. J'avais les troisième options de LeBron à Miami et aux Cavs, Chris Bosh et Kevin Love, parce que même s'ils étaient utilisés presque que en role player, en fait, j'ai toujours trouvé que c'était des putains de basketteurs, quoi. Et on l'avait vu à Minnesota avec Kevin Love, où il balançait du 25-15 presque à chaque match. Pareil pour Bosch à Toronto, et c'était des vrais joueurs qui ont de la technique, tu vois, sur le poste 4, du shoot, du jeu au poste,
des gros rebondeurs. Je pense au rebond de Bosch sur le tir de Ray Allen. D'ailleurs, Ray Allen aussi, c'est quand même un mec qui a une carrière sous-cotée parce qu'on pense au shooter, mais c'était un vrai putain de joueur de basket. Donc ouais, j'avais Bosch et Love, même si on l'a pas vu dans les 4 années où il joue avec LeBron parce que il y avait aussi Kyrie D. Wade et tout. Je trouvais que c'était vraiment des super joueurs de basket, quoi. Je sais Alors pas ce moi, que je t'en suis penses. plus OK sur Chris Bosh que sur Kevin Love. Ok. Parce que Chris Bosh, il a quand même réussi à transférer son rôle de poste 4 à poste 5. Et c'est lui qui vient ouvrir le jeu pour LeBron à partir du moment où Miami commence à gagner. Donc l'impact est vraiment énorme. Et il arrivait quand même à faire de la rim protection. C'était un des premiers en fait à avoir ce côté un peu de rim protector chez les postes 4 et donc à enclencher la mode des postes 4 qui ne sont plus des 4 mais qui deviennent des 5. AD en est devenu un autre après. Kevin Love, j'ai toujours eu un peu plus de mal. J'ai toujours trouvé qu'en playoff, l'attaque sombrait un petit peu, que le tir était incroyable, mais parfois pouvait avoir des pannes d'adresse qui m'agaçaient. J'ai jamais trop aimé la défense. Et pour le coup, si tu prends les deux joueurs dans leur jeu post-LeBron, à Chris Bosh dans son post-LeBron, quand il est avec Dwayne Wade, ça devient presque l'option 1 de Miami avant d'arrêter sa carrière. Alors que Kevin Love, c'est moins le cas quand même, hein, ça chute un peu plus. Et par contre, les deux, dans Bah, les deux cas, c'était des joueurs énormes avant de venir, hein, des joueurs de volume le truc, énormes. c'est que, comme tu l'as dit, Bosch, en fait, il a un caillot de sang et au bout de 2 ans, donc il doit arrêter sa Exactement. carrière. Et Love, en fait, vu qu'il est resté aux Cavs et que les Cavs, ils ont tanké, on n'a pas pu voir aussi ce que ça donnait sur les années après, quoi. Et une fois que les Cavs redeviennent bons, lui, il se casse et il va faire le role player à Miami où il fait quand même finale NBA, je crois. Et il a un petit impact, mais c'est sûr, c'était différent. Il était déjà en fin de carrière. Bon, j'ai 2 autres noms aussi, mais c'est des noms qui reviennent souvent, c'est Horford et Kyle Lowry. Et après, j'ai une troisième catégorie où, en fait, à force de dire qu'ils sont surcotés, ils sont devenus sous-cotés. Je te cite des noms, mais moi, Chris Paul et Paul George, tout le monde disait qu'ils étaient surcotés. Mais moi, je trouvais qu'en fait, à la fin, ils devenaient sous-cotés vu que tout le monde disait qu'ils étaient surcotés. Et ensuite, j'avais Rudy Gobert aussi. Ouais, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste, je trouve, de 3 joueurs qui, à force, effectivement alors, le truc, c'est que ces 3 joueurs c'est surtout sous-cotés par le grand public, quoi. Parce que, pour le coup, ils sont tellement visibles dans les stats avancées. Enfin, Rudy Gobert, c'est quand même compliqué quand tu as une approche un peu analytique du jeu de pas voir l'impact, quoi, tant il est évident. Ouais, c'est sûr. Chris Paul, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a montré après. C'est-à-dire que quand il part des Clippers, on pense qu'il est fini. En fait, on se rend compte à OKC, puis aux Suns, que c'est encore un joueur à impact énorme. Et on l'a pas mis dans son prime, mais c'était une de ses forces, la longueur du prime. Et oui, Paul George, moi je trouve que surtout avec Paul George, on a un peu oublié la force de son prime à Indiana. Avec le temps, on a oublié à quel point il était fort. Tu sais, le truc de playoff P, qui après, ça a un peu cassé parce qu'il était pas très bon avec les Clippers en playoff. Effectivement, à Indiana, enfin, ce truc est né de quelque chose, quoi. À Indiana, il était vraiment incroyable en playoff. Un joueur d'ailleurs qui Bah, ressemblait un petit peu à Kobe, un défenseur, scoreur, quoi. ouais, le truc avec Paul George, c'est que en fait, il faisait finale de conf presque chaque année avec Indiana, mais il était encore jeune. Et ensuite, il y a tout le monde qui se casse à Indiana parce que les mecs étaient un peu vieux et on le voit plus trop. Et je me demande si son prime, c'est pas la saison où il fait top 3 MVP aussi au Thunder, plus l'année où il fait finale de conf avec les Clippers. Et là, c'était quand même un énorme défenseur, superbe shooter, qui pouvait quand même un petit peu créer pour lui-même aussi et pour les autres. Mais je suis d'accord qu'il y a eu aussi les contrats, tu vois, je pense à Karl Anthony Towns aussi cette année où on en faisait beaucoup avec le contrat, mais finalement on s'est rendu compte qu'en playoff, la valeur théorique du joueur, elle est incroyable, quoi. Donc il y a aussi des fois, tu sais, les mecs qui signent des gros contrats où on oublie en fait que c'est quand même que les contrats ils les ont mérités et que même s'ils assument plus trop, ça reste quand même des top joueurs, quoi. Oui, et puis je pense que dans son prime, Paul George, je pense effectivement à la période OKC Clippers, on était tellement dans une perception de la NBA par le drive and kick ou par la génération de tirs à 3 points qu'on a vachement décoté les joueurs d'isolation qui ont repris de la cote aujourd'hui. Et c'est toujours un peu des mouvements dans le temps. Et Paul George, il y avait un truc un peu de, oui, il est capable de scorer, mais c'est beaucoup de l'isolation. C'est pas un truc très fiable. C'est pas ce qu'on cherche le plus. En fait, on se rend compte que les drivers, c'est extrêmement dur à trouver, les drivers élites. Et que ça aussi, ça peut avoir de la valeur, quoi. Et là, on la retrouve un peu. Et le meilleur exemple, bon, alors, je trouve que c'est un driver incroyable, mais c'est Shai, qui aussi, par son mi-distance, est valorisé comme ça, ou Lucas. Mais c'est vrai qu'il a peut-être pas ce niveau de drive qu'ont Shai et Lucas, pour le coup, quoi. Effectivement. Effectivement, ouais, ça permet d'avoir une petite liste de joueurs surcotés, de catégories, pour les joueurs surcotés ou sous-cotés. Paul, je te propose qu'on rentre, parce qu'on a quand même un gros programme, qu'on rentre dans le vif du sujet avec nos 3 joueurs. Et on s'est dit qu'on allait commencer
par notre meilleur ami, qui d'ailleurs est aussi un joueur pour lequel il n'est pas forcément simple de définir, mais je crois que c'est un peu le cas pour les trois aujourd'hui. Il n'est pas forcément simple de définir la période de prime, et on va commencer avec un certain Kevin Durant. Je te laisse la main pour nous en parler. Kevin Durant, ouais. Alors, les années précises, je crois que j'ai mis 2012-2018. Donc, ça fait 7 ans, mais en fait, il y a une année, là, 2015, où il loupe presque toute la saison sur blessure. Post-MVP, où il joue que 25 matchs. Donc, du coup, j'ai pris une année en plus. Donc, 2 titres de MVP des finales avec les Warriors. Un MVP de la saison en 2014. 4 fois meilleur scoreur de la ligue. Moi, ce que je trouve ouf, là, dans les stats, c'est quand même 117 de TS+, sur la régulière. Sur 7 ans. Enfin, c'est le meilleur de tous les mecs qu'on va faire. 110 en playoff, c'est aussi quand même très respectable. Et sur du volume, quoi. Il y a 28 points et 29 points par match. Avec du rebond, du contre aussi, parce qu'il n'y a pas les stats de contre, mais il a plus de 1 contre par match. Donc sacré prime. Et bon, même si, enfin, ce qui est dur avec KD, c'est que dans son prime, il va à Golden State. Et ça gâche un peu le truc parce qu'en fait, il va dans une équipe cheatée, donc forcément, en fait, ils allaient tout gagner. Mais on va en parler plus en détail, mais je trouvais que son prime au Thunder, c'était quand même un truc assez fabuleux, quoi. À regarder, à être témoin de ça, c'était quand même assez dingue. Ouais, c'est un ovni. C'est marrant parce qu'au final, dans cette série, on aborde pas mal de joueurs qui sont des ovnis physiques. C'est quand même marrant de se dire qu'à un moment donné, pour être dans le gratin du gratin, faut quand même être un ovni physique. À un bout d'un moment, tu vois, on avait parlé de Kawhi, de Giannis. Là, c'est encore un nouveau joueur qui apparaît, et on en aura sans doute encore d'autres d'ici la fin, comme un peu des ovnis physiques. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup le storytelling, et puis cette équipe du Thunder avec KD, j'ai beaucoup moins aimé, mais on va en reparler, avec les Warriors, parce que le move rend effectivement assez compliqué l'évaluation de cette période. Je vois que par contre, t'as pas pris la période Nets. Il y a 1 ou 2 années qui sont très fortes avec les Nets. Pourquoi t'as préféré prendre la période OKC plutôt que la période Nets? Ah, parce que, alors c'est vrai qu'il y a les playoffs 2021, mais il faisait des demi-régulières, quoi. Il a mis du temps avant de re-être à nouveau régulier en régulière, et à partir du moment où il se blesse, c'était le tendon d'Achille. Je trouvais que on est vraiment plus dans le prime, quoi. Même si c'est vrai qu'il fait des playoffs 2020 qui sont incroyables là contre les Bucks. Et encore une fois, 2012, il fait finale NBA. Il est quand même top 2 MVP en 2013 aussi, je crois. Enfin, il était déjà ultra dominant, quoi. C'était déjà un des visages de la NBA en 2012. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est sûr que sur la période, c'est son titre de MVP, hein, d'ailleurs, il en a un seul, il est sur cette période-là, et puis il emmène, c'est quasiment des finales de conf systématiques. On oublie souvent, hein, quand même, les playoffs 2016, où le Thunder mène 3-1. Alors on pense souvent à la remontée des Warriors, mais enfin le Thunder est quand même pas loin d'éliminer l'équipe qui est en 73-9, et Kevin Durant est le leader, hein, de cette équipe-là, en Ouais, menant 3-1 à ce moment-là. On va c'est revenir un sûr. peu dans le détail sur KD, juste pour qu'on se rappelle le plan, hein, qu'on s'était donné. L'idée, c'est dans un premier temps, on aborde les points forts, ensuite les points faibles. Ensuite, on essaie de se dire quel est le meilleur modèle de construction autour du joueur, l'héritage qu'il a sur la ligue, les événements éventuellement problématiques qu'on a pu constater avec le joueur. Et puis après, on essaye juste de vous donner 2 matchs. Si vous avez 2 matchs à voir autour de ce joueur pour voir un peu ce que c'était dans son prime. Du coup, Paul, je te laisse nous dire, c'était quoi pour toi les points forts de KD dans son prime? Les 3 principaux points forts de KD, dans un premier temps, c'est le combo taille, skill, balle en main, qui est quand même assez incroyable parce qu'il doit faire 2 mètres. Enfin, on n'a jamais su vraiment sa taille parce qu'il y avait des débats, mais il doit faire aux alentours de 2,10 m, et avoir une telle qualité de skill, balle en main et de toucher aussi, c'est assez dingue. Ensuite, je pense que c'est peut-être le meilleur shotmaker pur de l'histoire du basket. Bon, aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose, mais tu vois, à une époque, le 50-40-90, 50% au tir, 40% à 3 points, 90 au lancer, il le faisait chaque saison. Mais aujourd'hui, vu qu'on réfléchit plus avec le TS+, c'est 115 de TS+, dans son prime, limite à chaque saison, et les doigts dans le nez, hein, sur la régulière. Donc, il a un toucher quand même assez dingue. Il est inarrêtable parce qu'il fait 2,10 m. Et ensuite, un des autres points forts de KD, et notamment, je trouve, dans son prime, où on a commencé à le voir aux Warriors, c'est l'impact qu'il pouvait avoir en aide en défense. Il a toujours eu un très bon block percentage. Et même si c'était pas un défenseur All NBA, c'est pas All NBA, c'est All Defensive Team, parce qu'il n'y a pas toujours eu le moteur, et que quand il fallait switch sur des petits,
Il y avait quand même une vraie domination par la taille. En net, c'était quand même quelque chose. Et moi, j'ai quand même des bons souvenirs au Thunder de sa défense, où pour moi, c'est quand même plus une force que, par exemple, son playmaking ou son passing, quoi. Alors sur les premiers points forts que tu donnes, effectivement, je trouve que son dribble était vraiment un point surprenant en fait pour cette taille-là. Alors il a jamais non plus été extrêmement fort sur l'attaque des petits par le dribble, mais c'est pas grave parce qu'il avait la taille et il pouvait pour le coup post-up. Mais je trouve que ça se manifeste notamment dans une catégorie. Tu vois, je regardais les stats avant qu'on fasse le podcast. Tu vois, par exemple sur la saison 2012-2013, qui est la première que tu as pris en considération. Il fait partie des joueurs qui sont à plus de 9 drives par match. Il a le même volume de drive que LeBron James, ce qui est quand même énorme. À ton avis, il y a combien de joueurs qui ont un meilleur pourcentage au tir sur drive que lui sur cette saison? LeBron, je dirais seulement. Effectivement, il y a que LeBron. Et donc en fait, tu es sur je crois que ça correspond à un top 20, top 25 en fait des meilleurs drivers, ceux qui sont au-dessus de 9 drives par match. Il est quasiment au même niveau de drive, quasiment au même nombre de drives que LeBron. Et en fait, il y a que LeBron qui le bat en termes de pourcentage sur les drives. Alors en plus, LeBron, il faut quand même rajouter les passes décisives, ce qui est pas rien. Et LeBron le bat beaucoup parce qu'il a 62%, mais KD est à 54%. Et en fait, KD était aussi, et ça c'est un truc que je trouve on a oublié dans le temps, c'était aussi un bon driver dans la première partie de sa Ouais, carrière. Et je ouais, ouais. trouve que c'est quelque chose qu'il a perdu dans le temps et qui, pour moi, a eu un impact énorme sur le joueur que c'était après sa blessure, où c'est devenu surtout un shooter de mi-distance, presque exclusif. Alors que moi, j'adorais cette capacité qu'il avait là. Il montait très très haut, il arrivait à accéder au cercle. Et ça, je trouvais ça assez génial. Et c'est vrai que ça faisait partie un peu du cocktail explosif qu'on avait avec Kevin Durant sur l'attaque, qui faisait que il y avait le côté où lancer, il pouvait driver beaucoup. Et puis après, il y avait son deuxième point, qui était son deuxième point extraordinaire, c'était l'isolation, quoi. Mais qu'il est resté avec le temps, simplement. Ouais, je suis assez d'accord que, en fait, vu qu'il est plutôt fin, c'est un mec qui a jamais pris énormément de muscles. Il a toujours gardé une espèce de souplesse. Et sur son début de carrière et sur son prime, tu le vois vraiment balle en main où il est capable d'aller vraiment bas sur ses appuis. Il avait beaucoup bossé aussi sur son handle parce qu'en début de carrière, c'était pas non plus si évident que ça. Et en fait, dans son prime, t'as un joueur qui, balle en main, pouvait quand même très facilement aller au cercle. Et il y avait aussi un bon footwork au cercle, du Eurostep et tout. Même si c'était pas sa force principale, il y avait des vraies qualités là-dessus, quoi. Oui, et puis il y a quand même un point important dans le trade qu'il fait aux Warriors, juste pour ceux qui ne s'en rappellent pas, mais les Warriors donc perdent la finale 2015-2016 contre les Cavs, et notamment un élément qui coince, c'est que les Cavs insistent sur le switch all, et qu'en fait les Warriors manquaient d'un attaquant de switch all. Alors le switch all, c'est plus trop la défense favorite, c'est plus du drop, et en fait Kevin Durant était un vrai pur attaquant de switch all. Je trouve que c'est un peu moins vrai sur la défense de drop. Je reviendrai après dessus sur pourquoi. Mais sur la défense de switch all, il était vraiment extraordinaire. Et bon, dans les faits, quand même, bah, ils font 3 saisons, ou alors ils gagnent pas la troisième parce qu'ils ont trop de blessures. Alors peut-être qu'ils auraient quand même perdu parce que bah, Toronto avait une équipe incroyable. Mais en tout cas, il y a 2 ans où les Warriors sont absolument injouables. Et il est aussi une des raisons de pourquoi ils sont injouables, parce qu'effectivement, il vient ajouter ce dernier point dans une équipe où on peut pas doubler parce qu'il y a tellement de shooters que c'est impossible de doubler. Bah, lui, c'était vraiment le tueur de switch all, quoi. Et du coup, je Ouais, c'est trouve que sûr. c'est un point assez important. Sur la défense, toi, tu dis que la défense, t'aimes plutôt bien. Alors, on en parlera peut-être après avec les points faibles, mais moi, je suis un peu moins fan de la défense. J'ai jamais trop aimé. Il y a effectivement une période aux Warriors où ils arrivent à lui inventer un rôle un peu de protecteur de cercle. Mais moi, j'ai jamais trop aimé. Alors, ce qui est bien, c'est que tu le prends pré-blessure. Parce que post-blessure, je trouve ça vraiment pas bon. Je trouve que il a vraiment énormément perdu en défense après sa blessure. Mais même avant, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui avait du mal à défendre les petits. Donc là, pour le coup, on est dans l'ère du switch all. Il avait un peu du mal là-dessus. Steve Kerr avait trouvé quelque chose sur la protection de cercle qui était un peu en avance sur son temps. Mais j'ai jamais trop aimé, moi, KZ en défense, hein. Bah, moi, sur la défense on ball, je suis d'accord. C'était quand même une de ses limites. Même s'il était capable de switch parce qu'il avait une bonne latéralité quand tu faisais du switch all. Mais j'ai toujours aimé sa défense en aide, en fait. Vu qu'il a quand même des grands segments, il pouvait être impactant sur des stunts. Et en aide, vu qu'il fait 2 m 11, en fait, tu vois, je trouvais que il a toujours eu un certain impact plancher. Maintenant, oui, c'est pas un défenseur avec un gros moteur, c'est un mec qui manquait de physique.
Comme tu l'as dit, si tu devais switch vraiment sur des joueurs très rapides, il avait des difficultés. Mais au global, pour moi, tu vois, c'était quand même un défenseur positif. Et j'ai même envie de dire qu'à la fin, moi, je m'en souviens que quand il arrive aux Warriors, il se met vraiment quand même au diapason défensif de l'équipe. Et on se dit, putain, c'est peut-être derrière Draymond, c'est clairement le meilleur défenseur, quoi. Ouais, notamment la première année. Je trouve qu'après, c'est un petit peu moins vrai. On va en reparler. Moi, je trouve sa première année aux Warriors, elle est vraiment extraordinaire. Après, c'est un peu moins le cas. Bon, on est quand même sur effectivement un 117 de TS+, sur un joueur qui n'est absolument pas assisté. Enfin, c'est dur d'avoir les mots quand même, parce que en fait, t'as dit que c'est celui qui a le plus, mais il y en a un deuxième qui est au même niveau que lui. On en parlera après. Mais 117 de TS+, en étant à ce point pas assisté, c'est quand même vraiment, vraiment extraordinaire, quoi. Ouais, c'est Euh, sa grande force. Est-ce que toi, tu vois d'autres gros points positifs sur KD? Parce qu'attention, la liste de points négatifs, chez moi, elle est quand même assez longue, hein. Non, on peut aller sur le négatif. Alors, c'est quoi pour toi les points négatifs avec KD? Sur le pur scouting, pour moi, c'est quand même le playmaking et le passing. Bon, ça s'est surtout vu sur sa fin de carrière, mais je trouve que dans son prime aussi, c'était pas un joueur qui créait de la connexion avec les autres. C'était pourtant un joueur qui avait la taille, mais qui profitait finalement pas tant que ça en fait de sa taille pour aller gratter des super lectures sur des joueurs libres dans le corner ou à 3 points en tête de raquette, des choses comme ça. J'ai jamais été fan de son decision making aussi. Après, il était tellement fort que tu pouvais comprendre qu'à sa place, tu spammais le mi-distance à foison et tout, mais il y a toujours eu un decision making qui me dérangeait et je pense qu'on l'a vu aussi quand tu vois en 2016 il mène 3-1 face aux Warriors où il fait quand même 3 mauvais matchs et dans le decision making il est vraiment pas bon. En 2014 aussi, quand ils perdent en finale de conf contre les Spurs. Après là, c'est deux énormes équipes contre qui ils jouent, donc c'est différent, mais on a vu quand même les limites. Donc son decision making, son passing, son playmaking au global, j'ai jamais aimé quoi. Et après, bon, on en a parlé un peu. Voilà, c'est la def on ball. Moi, j'ai jamais été sur la défense on ball, j'ai jamais été fan. Et puis après, il y a des limites physiques aussi, hein, où il se fait quand même. Enfin, t'avais envie qu'il jouait 4, mais en même temps, des fois, face à des 4, tu vois, notamment dans la NBA des années 2010, où il y avait quand même des Golgoth dans cette NBA-là, il avait du mal physiquement aussi. Alors, sur le premier point, effectivement, pour moi, le principal problème de Kevin Durant, c'est que c'est un joueur qui crée très peu de connexion avec les autres joueurs. Et effectivement, le passing a toujours été problématique. Le passing a notamment été problématique, je trouve, de façon excessive sur les prises à deux. C'est un joueur qui a quand même subi des prises à deux toute sa carrière et qui, je trouve, même encore aujourd'hui, n'a jamais su gérer les prises à deux. Il a toujours eu un problème de timing sur les passes, sur les prises à deux qui est assez hallucinant. Et tu vois, je regardais les stats, je trouve quand même que pour un joueur qui est systématiquement au-dessus des 27% d'usage, qui peut flirter même avec les 35% d'usage, avoir un passing aussi faible, mais en fait, c'est quand même problématique, notamment dans une ère qui est doucement transitionnée vers, mais il était quand même dedans, vers le fait que les joueurs à haut pourcentage d'usage devaient être des bons playmakers. Et tu vois, je te pose une petite colle. KD, sur les années de prime que tu as pris, combien de fois il est au-dessus du 50e percentile en turnover percentage? Donc, combien de fois il est au-dessus de la moyenne à son poste, donc meilleur que la moyenne à son poste sur les turnover percentage? 0. Une seule fois. Tu vois, Oui, c'est une ça. seule fois. C'est en 2013-2014 à OKC. On descend même régulièrement sous les 30e percentile. Enfin, il y a vraiment un énorme problème, je trouve, avec KD là-dessus, quoi. C'est que pour avoir un aussi gros un aussi gros volume de ballon, perdre autant la balle, c'est vraiment un énorme souci. Moi, j'avais d'autres problèmes. Je peux te les citer? Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'avais j'ai eu un problème avec Kevin Durant, c'est que il est aussi un joueur de l'ère de la recherche du mismatch. Et je trouve que c'est quelqu'un qui l'a toujours peu fait ou mal fait, ou peut-être considéré que ce n'était pas à faire. Et il a mis beaucoup de temps à accepter l'idée d'attaquer des mismatchs. Et il a toujours, tu sais, plutôt préféré récupérer la balle assez tôt dans les possessions pour jouer une isolation plutôt qu'accepter d'avoir un premier roulement qui lui permettrait d'obtenir un mismatch. Et en fait, les quelques séries que j'ai en tête
où il attaque des mismatchs. Je pense notamment à la série contre les Clippers, qui doit être en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2017-2018. Mais en fait, c'est Doc Rivers qui met Pat Beverley sur lui. On a quelques séquences en tête où Kevin Durant attaque des mismatchs, mais en fait, c'est souvent parce que c'est le coach adverse qui veut empêcher son dribble et qui met un petit sur lui, et donc structurellement, il en a un. Mais il l'a jamais trop cherché, ce qui pour moi a été un énorme souci. Surtout qu'il a toute sa carrière beaucoup été comparé à LeBron, qui pour lui était était un peu le roi de la recherche du mismatch, quoi. Ah, le truc avec KD, c'est que mismatch ou pas mismatch, dans tous les cas, il va s'arrêter à mi-distance et il sera soit un peu plus rapide que toi, soit plus grand que toi, quoi. Donc, et c'est vrai que par rapport à LeBron, bah, c'était pas le driver qui était LeBron. Donc, il pouvait pas non plus t'enfoncer tant que ça pour aller au cercle. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a toujours une frustration de, il y a des mismatchs qui étaient évidentes et tu l'as pas forcément fait, quoi. Et du coup, tu vois, pour moi, il y a une série qui symbolise ça. C'est la série 2017-2018 contre Houston, où en fait, les Warriors gagnent 4-3. Et où en fait, jusqu'au match 5, KD a vraiment la main sur l'attaque. Et en fait, il a ce souci qui est que il casse le rythme de l'attaque et il ne fait qu'attaquer sur Trevor Ariza et PJ Tucker. Et alors, il a des moments où il est vraiment extraordinaire, mais il a aussi des moments où il est plus en difficulté. Et je trouve que du coup, ça met en évidence un deuxième problème avec Kevin Durant, c'est que je trouve que alors tu l'as dit par le fait qu'il connecte pas avec les autres, c'est que c'est un peu un casseur de flow d'attaque, tu vois. Et du coup, tu as ce truc de, quand Kevin Durant prend un coup de chaud, il y a un peu que lui qui en profite et les autres n'en profitent pas vraiment. Le seul truc qu'il faut bien avoir en tête entre le Kevin Durant des 4 dernières années et de son prime, c'est que les coups de chaud de KD étaient vraiment extraordinaires, quoi. Et parfois pouvaient se suffire à eux-mêmes. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était un Et, gros problème qu'il y a dans son jeu. et c'est vrai que même si dans la plupart des matchs, ça suffisait à lui-même parce qu'il était trop fort, on a vu cette limite quand tu arrives en finale de conf face à des top teams, parce qu'il a quand même dû affronter quand même deux dynasties entre les Spurs et ensuite les Warriors, même si après il les rejoint. Et on a vu ces limites-là face à des super équipes où quand tu faisais ton jeu d'ISO, où tu jouais pour toi-même et tout, bah ça avait ses limites, quoi, tout simplement. Et j'ai un dernier souci important, alors qui est moins grave sur la période que tu as donnée, c'est plus pour maintenant, parce que sur la période que tu as donnée, c'était finalement moins gênant. Mais alors je sais pas toi, mais moi j'ai toujours été un peu déçu par le volume de 3 points, tout simplement. Le volume Ouais, de ouais, 3 points ouais, a c'est vrai. toujours été un peu faible. C'est un joueur qui prend énormément de distance. Il a jamais développé le pull-up à 3 points sur le pick and roll. Et alors qu'il est très efficace, mais pour moi, il y a un volume de 3 points qui est toujours trop faible. Mais pour moi, c'est vraiment sur sa fin de carrière. C'est pas trop dans son prime parce qu'on n'était pas encore dans un truc de volume à 3 points. Mais sur sa fin de carrière, il aurait dû plus shooter à 3 points. Et ben, dans ce cas-là, Surtout, je te refais un petit quiz sur la période de prime que tu as pris. Combien de fois il est au-dessus du 50e pourcentile sur la fréquence à 3 points? Donc à son poste, il tire plus que la moyenne à 3 points. une ou deux fois peut-être. 0 fois. 0 fois, et une seule fois, il est au-dessus des 30%. Il est tout le temps en dessous des 30%. Donc même pour l'époque dans laquelle il joue, il tirait très peu à 3 points, hein. C'est vraiment, alors moi je trouve que sur la période de prime, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a le drive. Et que le drive compense ça. C'est pas très grave si t'as du drive, quoi. Oui, Et tu voilà. l'as moins après, mais on s'en fout, on parle pas d'après. Mais sinon, c'est joueur de mi-distance pure, quoi, tu vois. Mais du coup, vu que son prime, lui, c'est dans les années 2010 et le début, je trouve que c'était pas si problématique que ça. Oui, oui, parce qu'on a encore, de toute façon, les TS Plus le montrent, hein. Bah ouais. Les TS Plus le montrent. Et puis peut-être un dernier point faible, bah, c'est que, bon, dans les deux cas, les deux équipes, ça s'est mal terminé quand même, hein. Alors, on pourrait parler de la suite, mais il y a quand même souvent eu, alors ça, on peut moins le juger, mais il y a quand même souvent eu des problèmes aussi de leadership, en tout cas, qui sont ressortis après, au travers d'interviews, au travers de témoignages, que ça soit de Draymond Green, que ce soit de Russ Westbrook, enfin, tu vois, d'un peu tout ça, quoi. C'est quand même souvent ressorti. Oui, c'est sûr. Et puis après, ça, de toute façon, c'est connu de tous, même à l'époque et encore plus aujourd'hui. Mais puis il y a un truc aussi dur à juger, c'est qu'on a mis 2 titres et 2 MVP des finales. Mais bon, il y a un moment où quand tu rejoins une équipe qui fait 73-9, c'est quoi vraiment la valeur de ce que tu accomplis, quoi. Tu vois? Moi, j'aurais kiffé voir ce que le prime de KD donne. Alors, qui veuille partir du Thunder en 2016 parce qu'il s'entend peut-être plus avec Westbrook ou je ne sais quoi. Mais aller aux Warriors, c'est vraiment un des plus durs à juger les accomplissements parce que c'était trop facile, quoi. C'était trop facile.
Et ça va peut-être faire partie d'ailleurs des événements problématiques qu'on va évoquer après. Sur la construction, pour toi, c'est quoi la construction optimale avec KD? Euh, alors, il y a toujours eu ce truc avec Eddie de dire qu'il était très plug and play. Parce il s'intègre très bien à un collectif déjà en place. Et on l'a vu sur la première saison Warriors. Après, le problème, c'est que dès la deuxième saison, on a vu aussi que les Warriors commençaient à vouloir être un peu dépendants de lui et que ça a donné une régulière qui était moins dominante et plus de problèmes en playoff, quoi. Donc, il est tellement fort que quand il s'intègre à un collectif, t'as envie juste qu'il s'intègre et qu'il fasse son truc à lui. Sauf que des fois, il y a eu aussi ce piège de devenir trop dépendant de lui. Et il y a toujours eu ce truc avec Eddie de c'est quand même dur de construire autour de lui, un projet autour de lui. Parce que soit ça dure que 2 saisons et après son départ des Warriors, c'était quand même très frustrant en playoff, à part en 2021 où à chaque fois on reste sur notre faim. Et voilà. Et après, tu vois, j'avais mis. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de spacing parce que c'est pas non plus un mec qui drive énormément et il sera sur ses spots à mi-distance et tout. Mais t'as quand même besoin d'un gros driver, passeur, créateur, ou alors un mec qui crée vraiment des décalages comme Curry. T'as quand même besoin d'avoir un espèce de point de fixation pour la défense, parce que lui, il va pas le faire en fait. Lui, il va pas changer ta défense, il va pas créer des énormes décalages. Et donc, il l'a eu dans son prime avec Russ et Curry dans des styles totalement différents. Et je pense qu'il a toujours eu besoin de ce mec-là. Et ce mec-là, on l'a quand même moins vu aussi sur sa fin de carrière, mais on l'avait quand même dans son prime. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je trouve que sa meilleure version, c'est la version de la première année avec les Warriors. Je trouve qu'après, ça se délite un peu parce qu'effectivement, alors est-ce que c'est de son fait, est-ce que c'est du fait de Steve Kerr, mais tu perds un peu l'offense, un peu la flow offense des Warriors. Je trouve que vraiment, c'est final à lui. 2017, qui sont des finales d'un niveau assez exceptionnel. Mais lui, il est particulièrement fort, mais parce que finalement, il joue presque comme un connecteur finisseur dans cette équipe. C'est pas tant lui le système. Après, ça devient lui le système, et je les trouve un peu moins forts. Et d'ailleurs, la série contre Houston, sur la fin de série, c'est plus Clay et Steph qui reprennent la main. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Jérém sur cette série, si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est compliqué parce que finalement, tout aurait été bien dans cette équipe de Warriors. C'est-à-dire que l'équipe est tellement forte. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une bonne construction quand tu as une équipe avec que des Hall of Famers? Enfin, c'est un peu dur à dire. Mais je trouve que C'est ce que sûr. tu as décrit sur le fait qu'il y a un point de fixation, c'est une bonne délimitation. C'est-à-dire qu'il faut un générateur de chaos avec lui parce que lui, c'est pas un générateur de chaos. C'est ça. Et c'est ce qu'on recherche beaucoup dans les premières options, le générateur de chaos de cette époque-là. Et il y avait pas, et donc Westbrook et Curry, effectivement, ça correspondait bien. Sur l'héritage de KD, pour toi, il y a quel héritage de KD dans la ligue? C'est peut-être un des joueurs les plus forts qui a le moins d'héritage. Moi, j'ai trouvé 2 héritages quand même qui sont importants. C'est sans doute l'héritage alors qui a commencé avec LeBron quand même, mais de la création de super team. On l'a vu quand il arrive aux Warriors. Ensuite, il va créer son propre truc à Brooklyn en ramenant Kyrie et ensuite Harden. Aux Suns, t'avais quand même aussi une super team avec Booker, Chris Paul, puis après Bradley Beal. Donc ce truc de super team, quand on pense à super team, on pense peut-être d'abord à LeBron, mais on pense aussi direct à KD parce que il a fait un choix quand même qui est ultra couillu d'aller aux Warriors. Et c'était aussi une star qui se disait bah moi en fait je fais ce que je veux, si j'ai envie d'aller là parce que c'est mon kiff, je le fais quoi. Et ensuite le deuxième héritage, c'est quand même l'héritage du scoreur ultime sur les ailes, où les équipes aujourd'hui quand même elles cherchent à chaque fois à avoir un espèce de scoreur inarrêtable qui va pouvoir step up qui va pouvoir être régulier en régulière et step up aussi en playoff. Moi je pense à des mecs qui ont été draftés qui sont un peu dans l'héritage que lui, mais tu vois les Ingram, les Paolo Banchero, les Jason Tatum, ça a plus ou moins marché. Il y a eu cet héritage là quoi. Ouais, pour moi, il est plus l'héritier de quelque chose que quelqu'un, et donc il prolonge une ligne, celle des ailiers scoreurs, que plus lui, il a un héritage, quoi. Pour moi, en fait, il est dans la lignée de ce qui a qui est un truc classique en NBA, des arrières ailiers scoreurs. Ça, on va dire, ça démarre à très très loin, à George Gervin, en passant par Julius Erving, par Michael Jordan, par Kobe Bryant, par Tracy McGrady. Enfin, lui, c'est un peu c'est un peu on va dire l'héritier effectivement de ces scoreurs un peu unidimensionnels finalement. Et on va en parler après, mais par exemple, je le trouve plus unidimensionnel que Kobe, par exemple. Il est ça. Et c'est intéressant parce qu'on peut d'ailleurs se demander s'il n'est pas la fin de ça. Moi, on va attendre les 10 prochaines années pour voir, mais je serais pas surpris qu'il soit un peu la fin de ça, de ces scoreurs unidimensionnels
qui arrivent à gagner. Souvent, ceux qui ont gagné, ils avaient notamment un aspect défensif très très fort, ce qu'Anthony Edwards par exemple peut avoir. Mais je suis curieux de voir dans le futur si on les retrouve ou s'ils finissent doucement par disparaître. Ça sera certainement pas le dernier, mais il peut être le début de la fin de la lignée, quoi, tu vois. Bah, le truc, c'est que vu qu'il a pas gagné aux Warriors, il y a aussi cette réalisation de dire, en fait, c'est quand tu construis autour de ces profils-là, t'auras quand même toujours du mal à gagner, quoi. Vu qu'il a pas gagné, il a quoi? Il a 20 ans de carrière, il a gagné que sur 2 saisons dans une équipe cheatée. Et c'est peut-être le premier, le joueur où on se dit, ok, mais t'as beau être trop fort dans ce que tu fais, en fait, sur le reste, sur ta connexion avec les autres, etc., ça reste quand même un peu problématique. Et soit on te force à développer entre guillemets ces défauts-là, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, bah tu sais qu'aussi qu'avec des joueurs comme ça aujourd'hui, t'as tes limites quoi, et que Et t'as alors, j'ai besoin pas de créer un collectif avant quoi. Ouais, et j'ai pas vérifié avant le podcast, mais de mémoire, je pense que depuis son départ des Warriors, il y a une année avec les Nets où ils vont en demi-finale de conférence, mais sinon c'est soit pas de playoff, soit élimination au premier tour, je pense. Il faut que je Bah il regarde, y a mais là comme demi, ça, il fait demi avec les Suns quand ils se font sortir par les Nuggets, mais sinon oui, il y a pas de finale de conf, tu vois. Depuis ils font 2019. demi avec les Suns à ce moment-là? Ouais, tu sais, ils battent les Clippers au premier tour, ils perdent contre les Nuggets en 2023 là, la première année où il Ok, arrive. d'accord, autant pour moi. Ok, Mais autant pour moi. mais oui, il fait 0 finale de conf quoi. Alors que pour autant, il est toujours à des régulières où il met 25 points en dormant, 110 de TS+, tout ce que tu veux, mais voilà. Et il est toujours dans les top effectifs. Et il est toujours dans les top effectifs. Mais Ouais, bon, c'est après vrai. ça, c'est un peu en dehors de la période de prime. Les événements problématiques, Paul, est-ce que tu en as d'autres à citer quand même un événement problématique majeur, je pense, c'est sa signature aux Warriors, mais peut-être que tu en avais d'autres. Ouais, le gros problème, c'est surtout ça. Et bah après avec KD, je trouve que quand tu regardes un peu ses débuts avec le Thunder, il y a eu pas trop d'événements problématiques. Le seul pour moi que je retiens, c'est quand même ces 4 derniers matchs avec le Thunder contre les Warriors, où en fait les Warriors ont quand même évidemment plein d'éléments à lui mettre devant en défense. Et lui, il fait des matchs où il est quand même très maladroit, quoi. Les 4 derniers matchs, il y a 3 matchs où il a moins de 40% au shoot. Et le match 5 et le match 6, il a 12 sur 31 et 10 sur 31 au shoot, quoi. Donc, il met vraiment pas dedans à 3 points. Donc, cette série contre les Warriors, elle est un peu dommage parce que, à peu de choses près, ils auraient pu passer, quoi. S'il avait été meilleur sur les derniers matchs, ils auraient pu passer et faire encore un autre exploit. Ouais, pour moi, l'événement problématique de KD, c'est un peu ça, c'est qu'il y a beaucoup de séries loupées, je trouve, hein. Pour un joueur de ce niveau-là, moi je trouve qu'il y a la série contre Boston en 2021-2022 qui est complètement ratée. Le premier tour, ils perdent 4-0. La série contre Denver, il score, mais il apporte pas grand-chose. Il y a la série contre Minnesota où c'est un petit peu pareil, mais je crois qu'il est très bon pour le coup dans la série contre Minnesota de mémoire. Il y a souvent des séries enfin, non, il y a pas souvent, c'est pas vrai, mais il y a trop de séries qui sont un peu ratées. Et bah, pour un joueur de ce niveau-là, c'est un peu problématique. C'est aussi un petit peu la limite, mais évidemment, je suis d'accord avec toi. Le plus gros événement problématique, c'est évidemment d'avoir rejoint les Warriors. Si tu avais deux matchs à nous conseiller sur Kevin Durant pour aller regarder durant cette période de prime, Paul, ce serait lesquels? J'ai 2 matchs contre les Spurs en playoff. 2 matchs 4 où à chaque fois le Thunder est mené 2-1 et lui il fait un gros match au match 4 pour recoller 2-2 et ensuite gagner 4-2. C'est les finales de conf en 2012 contre les Spurs où il fait quand même 36 points, 8 passes. Et il met 18 points dans le dernier quart-temps, vraiment inarrêtable sur ce match. 7 sur 9 au tir dans le quatrième quart-temps. Et le Game 4 en 2016 contre les Spurs, qui était quand même une équipe de ouf parce qu'ils font 67 wins. Et lui, il met 41 points pour recoller à 2-2. 17 points aussi dans le dernier quart-temps. Donc il y avait une petite rivalité Thunder-Spurs parce qu'ils s'affrontent quand même 3 fois en 5 ans en playoff. 2 fois en finale de conf et une fois en demi. Et les séries sont très sympas. J'avais fait un article dessus il y a un an. Et ces deux matchs-là représentent bien KD, je trouve. Parce que même s'il n'y a pas un énorme volume, il y a quand même une grosse efficacité. Et on peut dire ce qu'on veut de KD. Nous on l'aime pas trop, mais il a quand même toujours réussi, je trouve, à terminer dans son prime, dans ces années-là, au Thunder. Et même aux Warriors, à toujours bien finir ces séries. Où le dernier match, tu regardes, il y a quand même souvent plus de 30 points, 35 points par match, en étant à droit, quoi. Bah, c'est des joueurs de toute façon d'un niveau assez extraordinaire hein, quand ils sont lancés dans les séries et que les séries sont équilibrées, c'est assez fou. Moi, j'en ai juste un en plus, c'est le dernier match de la finale 2017. Déjà, parce que je vous encourage à regarder la finale 2017 qui est
en termes de niveau de jeu, alors pas en termes de storytelling, mais en termes de niveau de jeu, peut-être même au-dessus de celle de 2016, et que sur le dernier match, il est juste injouable. Le Thunder gagne, les Warriors gagnent 129-120, et lui, il met 39 points à 14 sur 20 au tir, en étant juste injouable. Et pour moi, en plus, ça vous permet de regarder KD dans sa meilleure version, qui est pour moi la première année aux Warriors. Paul, est-ce qu'on a tout dit sur Kevin Durant? Ouais, c'est bon, on a tout. On passe au deuxième joueur. On passe à un certain Kobe Bryant. C'est marrant parce que, bon, Kobe, comment dire, Kobe, c'est l'idole de toute une génération. Et c'est un peu, tu vois, l'antagonisme de toute une autre génération, j'ai l'impression. C'est-à-dire que t'as une génération qui a vraiment vécu le basket dans les années 2000, pour qui Kobe Bryant est un espèce de GOAT, hein, enfin, qui est même d'ailleurs dans le débat du GOAT. Et puis tu as toute une génération qui est plutôt une génération post-2015, pour laquelle Kobe est presque un joueur surcoté. Et je trouve que déjà ça représente bien ce qu'a été Kobe durant toute sa carrière. Durant toute sa carrière, Kobe, ça a été un joueur décrié, et ça a été un joueur qui était à la fois soit adoré, soit détesté. Et finalement, à part LeBron James, dans les 25 dernières années, il y a peut-être aucun joueur qui a autant suscité d'émotions que Kobe Bryant, avec deux parties de carrière. Une première partie de carrière avec le numéro 8 et avec Shaq, où c'est un joueur, on va dire, un peu imparfait, très fort scoreur, avec des qualités athlétiques extraordinaires. Et puis une deuxième partie de carrière sans Shaq, hein, et avec l'arrivée de Pau Gasol, où il y a tout à la fois des exploits individuels et puis une espèce de maturité dans le jeu qui est quand même assez génial. Je vous l'ai dit la dernière fois, je regarde pas mal de matchs en ce moment de cette époque-là, et en fait, je suis assez étonné par le niveau de Kobe. Alors, moi, j'ai commencé à regarder le basket autour de 2004-2005, donc j'avais des souvenirs, mais pas avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui. Et où, en fait, je le trouve vraiment, vraiment super fort. Quel avis t'avais, toi, Paul, sur Kobe? T'as les stats à nous montrer Moi, pour j'allais les comparer, montrer en donnant les points forts, mais évidemment, je peux les donner Ok, maintenant, il n'y a pas de souci. bah, Ouais. non, bah Kobe, moi c'est pareil, j'ai un peu grandi avec lui, mais j'ai jamais été fan de lui. Euh, Parce que Kobe, c'est quand même un joueur où soit t'aimes pas, soit t'adores, quoi. Après, quand tu Mhm. revois le joueur après coup, tu te rends compte il était moins fort que ce que ses fans disaient, mais en même temps meilleur que ce que les analytics veulent nous dire aujourd'hui, tu vois. Parce que quand tu regardes, il est à 104 de TS+, 105 en playoff, c'est pas dingue. Il y a toujours eu ce manque d'efficacité, on va en parler après, mais voilà. Mais il fait partie, enfin, c'est vraiment une légende de la NBA, comme il y en a que très peu, quoi. Tu vois. Et Kobe, ça va au-delà du basket, parce que tout le monde connaît Kobe Bryant, même si tu connais rien au basket, tu connais Kobe Bryant. Donc t'es obligé d'être sensible vis-à-vis du joueur, parce que il était assez incroyable, quoi. Oui, et d'ailleurs, tu dis problème d'efficacité. En fait, c'est pas vraiment des problèmes d'efficacité. C'est qu'il est avant l'ère de l'optimisation, mais il est quand même efficace pour son ère. 104, t'es quand même 4% au-dessus de la moyenne. Enfin, t'es pas inefficace, hein. T'es quand même efficace Oui, avec des volumes qui sont colossaux, hein, pour le coup. oui, c'est Donc, sûr, il y avait énormément de volume. Mais après, vu que là, on compare au tout meilleur, il reste quand même moins efficace que les tout meilleurs. effectivement, je suis d'accord. Alors, sur les points forts de Kobe, je trouve que ce qui est intéressant en regardant les points forts de Kobe, c'est que on peut pas, là pour le coup, c'est un peu comme on l'avait fait pour Dirk, c'est assez compliqué de juger le joueur sans le recontextualiser pour le coup, lui, parce que il est dans une NBA qu'on connaît moins, et c'est un peu nécessaire de le recontextualiser. Je donne quand même juste les stats, parce que je serais pas surpris, Paul, que sur les trophées, ça soit de tous les joueurs qu'on va regarder celui qui a quand même le listing le plus impressionnant, hein. Parce que sur les 6 années de prime, 2 titres, 2 MVP des finales, une fois MVP, 6 fois top 4, 6 fois NBL First, 6 fois All Defensive First et 2 fois meilleur scoreur. Faudrait qu'on regarde, mais je pense que c'est le plus impressionnant de tous les joueurs qu'on va regarder sur ce petit encart-là, quoi. Ah, il y a LeBron quand même. Il y a LeBron qui a je sais pas combien de titres de MVP Mais je suis pas et sûr pas qu'il ait mal de. 6 fois All Defensive First, hein. Enfin, on regardera, mais je suis pas sûr sur la période qu'on a Ouais, choisie qu'il soit. il y en a peut-être une. Il est pas All Defensive First, mais il est quand même top 2 Depoy 2 fois, je crois. Mais bon, bref. Ouais, mais je suis d'accord qu'il a un palmarès Ouais, qui est non, fou, mais quoi. c'est sûr, il y a beaucoup de choses, effectivement. Sur les qualités de Kobe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pur joueur de mi-distance dans une ère sans spacing. Et ça, c'est un élément que vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre Kobe si vous comprenez pas ça. La NBA des années 2000,
c'est une NBA où le spacing n'existe pas. Donc on joue encore avec 2 intérieurs et en fait on joue beaucoup sur la force et on joue beaucoup proche du cercle. En plus de ça, Kobe a toujours évolué dans l'attaque en triangle, qui est une attaque qui vient renforcer la présence à l'intérieur. Et donc, par exemple, Kobe est un joueur qui allait finalement, notamment dans cette période-là, relativement peu au cercle, qui drivait assez peu, mais qui n'avait pas d'accès au cercle. Le cercle n'était pas disponible. Donc, il était obligé soit de développer le 3 points, soit le mi-distance. Et il se trouve que sur le mi-distance, c'était quand même un joueur extrêmement fort. On est sur une ère qui est plutôt une ère du volume. Et son mi-distance lui permettait notamment dans les matchs d'avoir des coups de chaud qui, notamment dans les 2 finales qu'il gagne, permettent régulièrement de faire des écarts qui sont importants et ont un impact assez décisif dans la victoire finale. Alors évidemment, Kobe, c'est avant tout un scoreur. On se rappelle bien de la version 2008 à 2011, mais je voulais quand même te faire un petit quiz, Paul, sur les années 2005, 2006 et 2006, 2007. Est-ce que tu sais combien de mois il a plus de 40 points de moyenne sur les 2 ans? Combien de mois il a plus de 40 points de moyenne? Ouais. Je dirais facile Sachant qu'il y a à peu près 10 mois. Hein. Il y a à peu près 10 mois à compter. Ouais, il y en a peut-être la moitié, 5. Non, quand même pas. Il y en a 3. Janvier 2006, avril 2006, mars 2007. Janvier 2006, il a 43,4 points de moyenne. Sur le mois, il y a le match à 81 points contre Toronto. Il a 7 matchs à plus de 40 points. Et mars 2007, il a 40,4. Il y a une série, attention les yeux, 65, 50, 60, 50, 43, 23, 53. Sur une série de 7 matchs. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à prendre des coups de chaud qui est juste extraordinaire. Et en fait, sur la période qui suit, c'est le moment où Pau Gasol arrive. Et en fait, structurellement, son nombre de points descend tout simplement parce que le volume descend. Mais dans la période où il était sans Pau, et il emmène les Lakers en playoff, en étant vraiment seul et très très mal entouré, le score est juste exceptionnel, quoi. Et le score est vraiment, vraiment juste exceptionnel. Alors, j'ai pas mal parlé du mi-distance. Il y a un deuxième point qui est assez fort, c'est sa capacité à aller chercher la faute. Il est très très haut sur les ratings sur la capacité à aller chercher la faute. Pour moi, le deuxième point fort sur Kobe, qui finalement est un peu sous-coté, moi je trouve, c'est sa polyvalence. En fait, c'est quand même un des premiers joueurs. Il est avant l'ère des joueurs héliocentriques, donc on ne connaît pas encore cette ère-là. Et c'est quand même un des premiers joueurs qui a un peu touche à tout. Pour notre époque, 29-5-5, c'est pas grand chose, mais en fait, à l'époque, il y avait quand même vraiment un espèce de gap sur les joueurs qui faisaient plus de 25-5. Et Kobe était systématiquement au-dessus des 25-5. C'est un joueur qui était capable d'être très fort au rebond. Sur les finales 2010, il a 8 rebonds par match. Sur le match 7, où il est en grande difficulté au scoring, il prend 15 rebonds. Et moi, je trouve que c'est un passeur sous-coté. Parce qu'en fait, il maîtrisait très bien l'attaque en triangle. Et en maîtrisant très bien l'attaque en triangle, il arrivait quand même il avait un decision making qui était assez haut. En fait, quand vous regardez les ratings sur les assist percentage, il est très très haut. Il est tout le temps au moins 95e percentile chez les ailiers, donc tout en haut, en ayant des volumes de perte de balles pour son usage qui sont assez bas, parce que bien évidemment, le usage de Kobe, il est absolument démentiel. Est-ce que sur l'attaque, toi, tu vois d'autres points que tu t'es noté sur Kobe? Non, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand il était chaud, il était assez inarrêtable parce qu'il avait quand même les qualités athlétiques en plus du toucher, quoi. Donc, c'est ça qui faisait qu'il pouvait vraiment avoir des coups de chaud énormes, comme peu de mecs dans l'histoire pouvaient avoir des coups de chaud, quoi. Et effectivement, ce qui est assez fun. Et le dernier point fort que je voulais signaler, et là c'est vraiment de revoir jouer Kobe avec mes yeux d'aujourd'hui où je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait je me rappelais pas à quel point il était fort en défense. Et en fait la défense, elle est extraordinaire. Et je dis bien extraordinaire. En fait, on est dans une ère de la NBA, là aussi, il faut comprendre, où on ne recherche pas les mismatchs. Ça commence à venir la recherche des mismatchs plutôt autour de, on va dire, du hit de LeBron. Alors LeBron l'instant un peu aux Cavs, mais c'est plutôt autour de cette époque-là que ça arrive, quand le spacing arrive et qu'on libère la raquette. Et en fait, il a à peu près toutes les qualités en défense. C'est un très bon défenseur de duel. Il défend très très bien l'homme, ce qui lui permet en plus de défendre de 1 à 3 en étant vraiment bon. Et en fait, c'est un des premiers joueurs qui prend des libertés dans la défense, et donc il y a du connecting défensif, la capacité d'aller au contre en aide, toujours très fort sur le repli défensif.
Très bon sur le switch également. Et en fait, 6 fois le defensive first team, ça traduit quand même un petit peu ça. Dans cette NBA-là, qui n'est pas une NBA de recherche de mismatch, bah, sa polyvalence, le fait que lui commence à prendre un peu des libertés, à faire des aides, des prises à deux, bah, il est vraiment, vraiment très, très fort là-dessus, quoi. Et pour moi, c'est un autre point fort. Est-ce que tu vois d'autres points forts, toi, sur Kobe? En fait, je suis d'accord avec la défense. Moi, j'avais mis aussi volonté de défendre. Il y a toujours eu cette volonté, quoi, enfin, il avait un gros moteur. Maintenant, je sais pas s'il était si extraordinaire que ça parce que il n'était pas non plus si grand que ça. Et c'est vrai que, et comme tu l'as dit, sa défense, elle marchait bien en fait dans les schémas de l'époque. Mais tu vois, si on avait vu Kobe dans le spacing d'aujourd'hui, il aurait dû quand même défendre beaucoup plus d'espace avec la révolution du spacing. Et vu qu'il avait énormément de volume en attaque, ça aurait pu être un mec qui tu sais, se crame un peu plus et essaye d'en faire un peu moins en défense. Donc je pense que sa défense, ça allait parfaitement bien avec la NBA de ces années-là, des années 2000. Parce que s'il était arrivé plus tard, je sais pas s'il aurait été si impactant que ça en défense. Mais je suis pas sûr que ça soit un joueur très transposable, hein, à aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il est pas si grand que ça. Alors, il avait quand même des grands bras, mais il n'est pas non plus extrêmement long. C'est un joueur qui est quand même plutôt bien dans son époque. Le seul truc que j'aurais aimé voir, c'est dans un meilleur spacing si son drive, et en début de carrière, son drive était quand même très fort, si son drive aurait été exceptionnel. Il y a quand même un toucher qui est exceptionnel. Et une de ses forces, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans les points forts, c'est un joueur de volume, hein. C'est un pur joueur de volume, un joueur qui est capable d'assumer un volume démentiel. Et c'est une vraie qualité en soi qu'il a, quoi. Et tu vois, quand tu regardes les finales de 2010, d'ailleurs, oui, il termine, il est un peu cuit, mais il a un volume sur les 2 premiers tiers de la série, mais c'est hallucinant, quoi. Il est intense absolument tout le temps. Mais donc, effectivement, c'est vrai que la transposition au jeu d'aujourd'hui aurait été plus compliquée. J'ajoute un élément, mais ça, c'est pas vraiment un point fort, c'est que sur le plaisir visuel, il est juste intouchable. Pour moi, vraiment, sur le plaisir visuel, c'est quelque chose d'absolument absolument fabuleux, même à re-regarder, c'est absolument génial. Sur les points faibles, il faut que je retrouve mes petites notes. Oui, alors sur les points faibles, je vais aller un petit peu vite, mais ça ressemble un peu aux points faibles de KD finalement. Bon, déjà le premier, c'est qu'il n'y a pas trop de drive. Et finalement, j'ai beau dire que c'est une époque où tu pouvais pas trop driver et les schémas étaient pas faits pour. Il se trouve que, par exemple, T-Mac et LeBron étaient plus des joueurs de drive que lui quand même, malgré tout. Lui, c'était vraiment un shot maker. Et donc, bon, bah ça peut être une petite limite au bout d'un moment. Le deuxième, c'est que c'est pas un joueur qui génère du chaos structurellement. C'est plus un joueur d'isolation, un joueur qui va forcer sur mi-distance, mais comme il n'y a pas cette dimension de drive, il n'y a pas non plus vraiment de manipulation de défense à haut niveau, et que le jeu en triangle le générait pas, il y a un peu de génération de chaos dans ces très gros coups de chaud parce qu'il y a de la prise à deux, mais il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve que c'est pas un joueur extrêmement fort sur, tu sais, la dimension un peu rouleau compresseur. C'est-à-dire que quand bien même c'est un profil qui peut ressembler un peu à celui de KD, je pense qu'il aurait été beaucoup moins plug and play que KD parce que le catch and shoot est pas non plus un point extrêmement fort, que la contre-attaque n'a jamais non plus été un point extrêmement différenciant. Et je pense que c'est un peu comme Anthony Edwards, c'est des joueurs qui sont obligés d'être le cœur du système, d'un système finalement un peu lent. Ils vont pas être très forts, tu sais, sur bah ouais, tous les trucs qui vont te faire aller chercher un style de jeu de rouleau compresseur qui te permet de prendre des gros écarts dans les matchs. Et je trouvais d'ailleurs qu'à cette époque-là, c'était sa grosse différence avec LeBron, qui était sûrement un peu moins fort dans le clutch, mais qui par contre crée un espèce de rouleau compresseur tout au long du match, quoi. Ouais, je suis assez d'accord que c'était pas un joueur ultra dominant, tu vois. Comme d'autres on peut citer qui sont vraiment ultra dominants sur un point en particulier. Lui, c'était pas le cas, quoi. C'était un joueur qui pouvait tout faire, mais c'était pas un joueur qui surdominait sur un point en particulier. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve ça un peu dur de dire que c'est pas un joueur qui était surdominant. Je pense que c'est juste vrai si tu le compares à LeBron. Mais qu'en fait, derrière LeBron, sur cette génération-là, c'est quand même le joueur en fait le plus dominant, quoi. Tu vois, si tu compares à Dwayne Wade, il est pas moins dominant que Dwayne Wade. C'est juste que comme les joueurs héliocentriques n'existent pas dans cette époque, il y a que LeBron qui crée un peu ça. Ben, il est pas dedans, tu vois. Mais en fait, il y en a pas, tu vois. Ouais, mais c'est quoi le truc où Kobe est largement au-dessus des autres? Tu vois, genre il a Le pas le, volume. le physique. Ouais, mais du coup, il y a avec moins de volume, enfin, il y a le volume, mais il y avait pas l'efficacité, tu vois. Et dans le Bah, jeu, il y a enfin, pas moi, je me suis toujours dit, l'efficacité, oui et Kobe, non. dans... Il est quand même au-dessus de la moyenne sur l'efficacité, tu vois.
Oui, mais là, tu vois, on parle du gratin, quoi. Tu vois, parce que moi, quand je pense à tous les Ouais, joueurs ouais, qu'on a ok. fait, je me dis Chris Paul, il surdomine avec son génie de QI basket. Il y a des mecs qui surdominent physiquement comme Jokic ou athlétiquement comme Giannis, ou avec un toucher de dingue comme Jokic à mi-distance ou KD ou Curry à 3 points. Lui, Kobe, bah ouais, il peut tout faire, mais c'est quoi le truc où il surdomine, quoi, tu vois, où il est bien meilleur que tous les autres et c'est ça qui fait sa force. Mais je Je vois ce que pense tu veux que dire. Ouais. le truc, ouais, je pense que le truc où il est, par exemple, meilleur sur les joueurs de son époque, que Carmelo Anthony, par exemple, qui n'aurait pas été dans ce classement, qui était un truc assez important dans ce jeu très très lent, c'est la capacité à avoir des coups de chaud sur demi-terrain, jeu arrêté, qui a beaucoup de valeur en play-off. Et c'est aussi une des raisons, Ouais, je pense, pour lesquelles c'est vrai. ils vont gagner 2 titres. Sur ça, il était vraiment vraiment très très fort et bien supérieur à LeBron, par exemple. Sur cette période-là, hein, je parle pas du prime de LeBron, mais sur cette période-là. Mais je peux comprendre qu'effectivement, il manque effectivement une qualité plus moderne en fait, de domination un peu extrême. Effectivement, on n'est pas dans les TS+ de KD que tu as pu montrer avant, quoi. Sur la construction d'effectifs, écoute, moi sur la construction d'effectifs, sincèrement, bah, je trouve que bah, juste l'effectif avec comme il a été fait par les Lakers de 2008 à 2010, alors de 2009 à 2010, pardon, est très bien pour lui avec Bynum et Gasol, c'est-à-dire dans une NBA qui mise beaucoup sur la force intérieure, bah en fait, tu as besoin d'un shot maker. Et donc, dans tous les types d'effectifs où il faut un shot maker parce qu'il n'y a pas de spacing, bah, il était très bon. Par contre, je l'aurais moins vu. Je pense pas que. Enfin, tu vois, c'est une comparaison de merde, mais je pense pas que le plugin qu'il y a eu de KD aux Warriors, il y aurait eu le même avec Kobe, par exemple. Je, je l'imagine moins là-dedans. Il a quand même besoin Ah oui, d'avoir un ouais. fort contrôle sur la balle. Ouais, moi sur la construction d'équipe, en fait, dans ces années-là et par rapport aux joueurs que c'est, je trouve que ce qui marche en fait avec Kobe, c'était les one-two punch. Les one-two punch, soit avec Shaq avant ses années de prime, et ensuite avec Pau Gasol, quoi. Tu vois, c'est d'avoir un relais à l'intérieur, un joueur qui peut être autonome, qui peut aussi plutôt bien défendre, qui va jouer collectif parce que Pau et Shaq, ils avaient quand même un bon passing. Et voilà. Après, j'aurais kiffé, tu vois, c'est un peu comme Ant dans la NBA d'aujourd'hui, c'est que tu vois, avec Kat et avec Randle, avoir une autre menace à l'intérieur, ça marche plutôt bien. Et je suis curieux de voir ce que Ant va donner avec Lamelo d'ailleurs. Ouais, Et je suis d'ailleurs, j'aurais été très curieux de voir ce que Kobe, ce que ça donne avec Chris Paul, si Chris Paul avait rejoint les Lakers, tu vois. Même si je crois que c'était en 2011, donc c'était déjà après son prime, mais avec un autre gros meneur. Qui lui pour le coup est vraiment dans ce truc tu vois de faire briller ses coéquipiers. J'aurais été curieux de voir ce que ça donne parce que finalement, ça a pas trop marché quand même avec Peyton et Nash en 2004 et en 2012 où ça marche pas trop. Mais ils étaient en fin de carrière donc c'était différent quoi. Ouais, ils sont au bout du Et bout, hein. Ils sont au bout du rouleau, hein. ouais, ils étaient au bout du bout. Mais j'aurais été curieux de voir tu vois avec Chris Paul ce que ça aurait donné. Mais je pense que la meilleure version c'est quand même Pau Gasol avec un one-two punch à l'intérieur quoi. Ouais, je m'étais noté un peu pareil. Tu vois, je me suis juste noté, j'aurais adoré le voir avec LeBron. C'est un peu pareil que Chris Paul. J'aurais beaucoup aimé le voir avec un gros porteur de balle qui le libère un petit peu de la création et qui lui permet, lui, d'être vraiment très focus sur le scoring. Je suis d'accord, la comparaison avec Edwards. D'ailleurs, je trouve que dans l'héritage de Kobe, celui qui ressemble le plus à Kobe, c'est Edwards. On en reparlera après peut-être. Mais comme Edwards peut l'avoir avec Lamelo, juste pour voir. Je sais pas si ça aurait aussi bien marché, mais j'aurais bien aimé voir. Et j'aurais bien aimé aussi le voir dans autre chose que l'attaque en triangle, parce que finalement, toute sa carrière, c'est l'attaque en triangle, quoi. Et sauf la période, il y a une petite période de 2 ans où Phil Jackson n'est pas là, c'est là où il met tous ses cartons, qui a un jeu un peu plus libéré avec un peu plus de rythme. Et là, il met effectivement tous ces énormes cartons. Il y a quand même, tu vois, tu disais, tu mettais dans ton petit encart qu'il y a 2 saisons de meilleurs marqueurs. Dans les 2 saisons de meilleurs marqueurs, dans une NBA qui a une pace rikiki, il a une saison à 35 points de moyenne, hein. C'est Ouais. délire, hein. Bon, C'est quand même un délire, hein. ouais, juste moi je trouve quand même que quand tu le mets avec un autre fort joueur qui a beaucoup de volume, on a vu avec Shaq que ça marchait pas trop. Donc il y a aussi cette limite là de construction d'équipe. Paul, tu peux pas dire que ça marche pas trop. Ils font un free pit. Ils gagnent 3 titres de suite. Non, Tu mais peux ils dire font que un ça marche pas free-hit, trop. mais il avait pas encore énormément de volume et ils se sont détestés après. Non, Ah bah, ils se ce sont que je dis, détestés c'est que parce qu'il est détestable. Mais parce que Kobe est détestable. Tu peux pas dire que ça a pas marché quand tu gagnes 3 oui, titres. mais Shaq, il était détestable aussi, tu vois. Non, mais Ouais. quand je dis que ça a pas marché, c'est pas en termes de résultats, c'est juste qu'au bout d'un moment, sur du long terme, Voilà. quand il joue avec une autre La grosse précision était superstar, nécessaire. La précision était nécessaire. oui, quand il joue avec une grosse superstar, il y a un moment où forcément, vu que voilà, c'est un peu un connard avec ses coéquipiers, bah ça pète quoi.
Donc sur 1 ou 2 saisons, ça peut passer, mais tu vois, je pense que c'est ce qui marchait aussi avec Pau dans son prime, c'est que c'est pas un joueur qui avait beaucoup de volume. Je pense que si tu lui mets un mec qui a trop de volume en attaque, au bout de 2 ans, il se tape, quoi. Ouais, et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas cité on glisse rapidement pour ceux peut-être qui ne connaissent pas si bien que ça Kobe. Il y a vraiment 2 périodes dans sa carrière et il y a une espèce de c'est un peu comme Michael Jordan, hein, il y a une espèce de prise de conscience à un moment donné qui ne peut pas être l'alpha et l'oméga de tout. Et ça se passe très bien avec Pau Gasol aussi parce qu'il accepte de moins avoir la balle, d'être un relais. Ça, avec Shaq, c'était effectivement un petit peu plus difficile. C'était faisable avec Shaq dans la première partie avec Shaq parce que Kobe est moins fort, mais évidemment, Kobe atteint un tel niveau qu'il y a effectivement un peu une guerre d'ego sur l'usage et de qui doit être la première option. Et c'est notamment la fin. Ils ont un titre comme ça. Et puis après, ils perdent en finale contre Détroit et derrière, ça explose. Enfin, il faut quand même 4 finales en 4 finales en 4 ans. Hein. Les deux ensemble. C'est d'ailleurs la dernière ère d'ultra domination, hein, l'ère Lakers. Mais bon, elle n'est pas comptée dans le prime. La dernière ère des Lakers avec Kobe et Shaq. Sur l'héritage, Paul, c'est quoi pour toi l'héritage de Kobe dans la ligue? L'héritage, en fait, il est dur, je trouve, à matérialiser, puisqu'en fait, il a un héritage qui est incroyable. Il a une aura folle. Vu qu'il a joué en plus aux Lakers, qu'il a fait un three-peat et après un back-to-back, que c'est quand même un des joueurs les plus clivants, si ce n'est de l'histoire récente de la NBA, quoi. Je pense qu'il est encore plus clivant que des LeBron ou des Curry, tu vois. Donc il a un héritage qui est assez fou. Et en plus, vu qu'il a crevé quand même à 40 piges, forcément, ça, tu sais, ça renforce un peu cet héritage. Mais je trouve qu'il est dur à expliquer cet héritage, parce que c'était surtout le joueur en lui-même, tu vois, qui était peut-être un peu trop dans le mimétisme de Jordan aussi, mais qui fait que par tout ce qu'il a accompli, par aussi son développement en carrière, les Lakers et compagnie, qui fait qu'en fait, il a eu un énorme impact dans le basket, mais moi, j'ai du mal à quantifier ce que c'est vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un truc quand même un peu d'héritage, alors qui est très américain, hein, mais sur la Mamba mentality, qui est repris par beaucoup de joueurs et donc sur la façon dont il faut approcher le jeu. Mais moi, ça va être un peu comme pour Kevin Durant. Moi, je trouve que c'est plutôt un joueur qui est, il est un héritier d'une lignée dont il poursuit l'héritage, celle des scoreurs, comme pour KD. Donc, je vais pas redire ce que je dis sur KD, mais je trouve que peut-être un peu plus que KD, je trouve que c'est peut-être le joueur qui symbolise le plus la fin d'une époque. L'époque du volume, tu vois, des joueurs, vraiment de l'isolation comme fondement de jeu, des force scorers qui ne sont pas du tout, enfin, ils sont pas structurellement des créateurs, aussi de ces force scorers qui veulent Ouais. défendre très fort. Et il a un peu le dernier joueur de cette ère qu'on n'a pas trop retrouvé derrière. Le seul qui a un peu remis ça au goût du jour, mais mine de rien, c'est quand même 10 ans plus tard, c'est Edwards, quoi, je trouve. Ouais, et j'ai l'impression que c'est aussi un basket où quand t'avais la superstar à l'époque, tu gagnais, quoi. Tu vois, il y a un moment où quand t'avais Duncan ou Kobe, en fait, tu gagnais 5 bagues, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même, quand t'as une superstar, c'est moins évident que tu gagnes. Parce que la NBA est beaucoup plus profonde, il y a une importance des role players. C'est quand même dur de construire un effectif quand tu fais pas un peu du Thunder ou du Spurs, tu vois, avec un gros tanking pour aller chercher plein de pics de draft. Donc c'est vrai que c'est un peu la dernière superstar peut-être qui a gagné énormément de bagues. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, moi, je trouve ça dur quand même aujourd'hui, quand t'es une superstar, de gagner ne serait-ce que 2 bagues. Il y en a plein de superstars qui ont même pas gagné 2 bagues, tu vois. Et lui, il en a gagné 5. Mais c'est aussi, ça a été, enfin, c'est pas parce qu'il est forcément bien meilleur que tous les mecs qu'on a cités, mais il a aussi profité de cette ère-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais, je comprends bien, ouais. Dans les événements problématiques pour toi, Paul, c'est quoi les événements problématiques avec Kobe? Bon, moi, j'ai les derniers matchs de la finale 2008, où je trouve que c'était, il fait quand même 3 derniers matchs contre les Celtics qui sont vraiment pas ouf. Après bon, il était plus revenu en finale NBA depuis 4 ans, l'effectif était pas encore parfait, c'était la première année du cycle, Gasol et tout. Et Il y a pas après c'est Bynum, pas hein, vraiment notamment. dans son ouais, et Ouais, après c'est notamment, pas il y a pas vraiment dans Bynum, son c'est la grosse prime. différence avec après. Mmh. Ouais, c'est pas vraiment dans son prime, mais le fait qu'il ait pas gagné avec des super teams Big Four, en 2004 ou en 2012, je trouve ça un peu dommage. Et il y a 2-3 dernières années de carrière qui sont dramatiques, mais là, on n'est plus dans son prime. Mais sinon, c'est surtout la finale 2008, quoi, où il est vraiment dégueu à la fin. Ouais, tu citais aussi dans l'avant-podcast 2011, la défaite 4-0 contre les Mavs.
On a eu une petite discussion là-dessus. C'est vrai que la défaite, elle fait un peu tâche au deuxième tour. Euh, mais ils ont un peu le même effet, ce qu'on disait avant, mais c'est peut-être bien de le répéter, le même effet que ces équipes, d'ailleurs un peu comme en 2004, hein. Ces équipes qui font des longs runs, ils font 3 années de suite en playoff, la 4e année, ils sont finis. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que c'est hors prime, mais l'année 2004, c'est une année un peu bizarre, hein, parce que les Lakers sont un effectif de dingue avec Karl Malone et Gary Payton. Ils sont tous les deux en fin de carrière. Mais alors, l'effectif, qui jamais, durant toute la saison, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de viol, hein, quand même, de Kobe, qui entache beaucoup la saison, qui fait il est pas souvent disponible. Et ça se plante en finale NBA. Effectivement. Ouais, moi, je trouve quand même que, alors, effectivement, on peut citer les finales 2008 où les Lakers sont quand même vraiment dominés par Boston. C'est la première année de Boston qui d'ailleurs, je crois, fait 3 matchs 7 avant, donc ils arrivent quand même assez fatigués en finale, si je me trompe pas. Mais ils sont largement dominés. C'est vrai qu'il y a ce petit accro. Mais moi, je trouve quand même que c'est un peu 6 années parfaites, quoi. Qui sont assez géniales parce que t'as un début où il est un peu tout seul, mais individuellement, il est extraordinaire. Il y a des runs de playoff qui sont dingues. Il y a aussi des runs de playoff où ils vont pas jusqu'au bout, mais lui, il est génial, hein. Je pense contre les Suns, par exemple, où il est vraiment génial. Bon, de toute façon, le résumé que tu avais mis avant montre bien ça, hein. Je veux dire, quand tu es 6 fois top 4 MVP, 6 fois All-NBA First et 6 fois All-Defensive First, c'est que les 6 années de prime, elles se passent plutôt bien, quoi. Pour Kobe, on a un peu le même truc quand même qu'avec d'autres qu'on a pu citer avant. C'est que c'est pas facile de définir 6 années parce que tu pourrais quand même prendre les 3 premiers titres où c'est aussi des années exceptionnelles. Mais je suis d'accord, hein, que c'est celles-ci les 6 années qu'il fallait mettre, mais il a un prime qui est très très long, quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, Et forcément, ça compte un peu. Sur les deux matchs, moi, je m'en étais noté 2. Je te laisserai me dire si toi, t'en as d'autres. Je m'étais noté forcément les 81 points contre Toronto. Parce que c'est un truc à voir une fois dans une vie. Si vous voulez voir un vrai coup de chaud, là, vous avez un énorme coup de chaud qui est assez impressionnant. Qui est pas un match qui comptait pour du beurre en plus, parce que je crois que Toronto était dans la course au playoff à l'époque. Mais que beaucoup ont vu. Moi, le deuxième match que je saurais vous conseiller, c'est le match 5 de la finale contre Boston en 2010, où les Lakers perdent, mais où Kobe met 38 points, et il met notamment 21 points de suite. Et je crois qu'il fait un 8 sur 8 de suite. Ouais, alors là, tous les paniers sont absolument sublimes, mais on a aussi le côté de ces scoreurs très forts, mais qui se connectent pas trop avec les autres, et du coup, l'impact sur les autres est pas énorme dans le scoring qu'il fait, parce que d'ailleurs ils finissent par perdre, mais par contre juste pour un point de vue esthétique, c'est juste hallucinant ce que vous voyez sur le terrain, avec notamment, je sais pas si t'as en tête ce panier là, le alley-oop avec Derek Fisher, où il met à une main et qui montre tout le toucher qu'il a avec ce panier à une main là. Je sais pas si tu l'as en tête, en tout cas je vous invite à aller regarder, je l'ai pas en tête, là. parce que c'est une action assez géniale, et là encore, en fait c'est super rare de voir en finale NBA un mec qui met 8 paniers de suite, quoi. C'est quand même hyper impressionnant. Je sais pas, peut-être que toi t'en avais d'autres, Paul. Ouais, moi j'avais le double game winner qu'il met contre les Suns en 2006, là, au game 4. C'est quand même assez fou, le gars, il met 2 game winners. Et il mène 3-1, bon, ils se font remonter 4-3, mais lui, il est vraiment tout seul. Il met 50 points aussi dans le game 6 dans cette série, c'est après la régulière à 35 points par match. Là, c'était quand même la version de Kobe assez exceptionnelle, où il est tout seul et il y a énormément de volume et tout, et c'était assez sympa. Et après, moi, j'ai un autre match que j'aime bien, c'est en 2009. Le Game 1 contre les Nuggets, où il met 40 points avec un très beau duel face à Melo. Et ce que j'aime bien avec Eddie, c'est que quand il a eu des force scorers face à lui, il y a toujours eu la volonté, tu vois, de montrer que t'es là et tout. Et je pense que c'est le match qui décide un peu du back-to-back de Kobe, parce qu'à ce moment-là, il lance vraiment, tu sens à ce moment-là que, ok, en fait, il va gagner le titre cette saison. Et après, il enchaîne aussi en 2010, même si pour moi, il est quand même moins fort en 2010 qu'en 2009, mais il fait le back-to-back, quoi. Ouais, deux super matchs. Effectivement, la série contre les Suns, en plus, c'est un 2-7, hein. Les Suns, c'est vraiment le prime des Suns, et face au down des Lakers, la série était absolument géniale. Il y avait beaucoup d'engouement autour de cette série parce que Kobe fait quand même croire qu'il va réussir à le faire. Alors là, tous les fans de Kobe étaient vraiment comme des dingues. Le double game winner, le match à 50 points. C'est sûrement une des plus belles séries de Kobe en carrière, d'ailleurs. Quand bien même il y a la défaite au bout. Est-ce qu'on a tout dit, Paul, sur Kobe? Ouais, c'est bon. Eh ben, je te propose qu'on passe au dernier, notre cher Stephen Curry. Alors là, lui, il va être très très haut dans le classement. Je sais pas ce qu'il va en être pour toi, mais alors moi de mon côté, quand je vais faire mon classement, il va être Peut-être que non, difficile peut-être à que battre, oui. hein, celui-là. Alors, je te laisse nous parler de Stephen Curry.
Oh là là, Steph les Curry, O9 de saison régulière. Oh là là là, la bah, vache. le net rating, les net rating, il est injouable, hein. Là, c'est sûr qu'en net rating, et les on-off, il est injouable. Meilleur shooter de l'histoire, hein. J'ai pris 2015-2021. J'ai Alors il y a une année où il se blesse là en 2020 après les 5 finales d'affilée que j'ai pas pris, donc du coup j'ai pris 2021. Donc il y a 3 titres dans ces années-là. Il est quand même 2 fois MVP de la saison, le seul MVP unanime de l'histoire. 2 fois meilleur scoreur de la ligue. Un TS+ qui est en fait, finalement le TS+ il est meilleur que KD parce qu'il a 117 comme lui. Et il a 112 en play-off. Bon, il y a un petit peu moins de volume, il est quand même à 27 points par match et le 43% à 3 points sur 10 tentatives par match, enfin c'est injouable. 90 aussi sur la ligne. Donc en termes de stats, même si c'est pas un énorme volume, c'est tellement impactant, tellement fort que ouais, forcément il va être très haut dans le classement. Alors, est-ce que tu peux nous... Alors moi, bon, Stephen Curry, je me suis découvert un amour sur le tard pour Curry, qui est un joueur qui forcément était dans la rivalité avec LeBron et donc du coup, c'était pas... Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur cool, mais je pense que j'ai mis du temps à mesurer ce qu'était Stephen Curry en fait, en tant que joueur. Je pense que je l'ai mesuré assez vite sur son impact sur le jeu. On en parlera sur l'héritage, mais sur ce qu'il était en tant que joueur, j'ai mis du temps à le mesurer. Mais je vais te laisser Paul nous parler un peu des points forts de Stephen Curry. Les points forts, j'ai commencé à le dire, mais voilà, c'est le shoot quoi, le meilleur shooter de l'histoire. Je pense qu'il y a pas beaucoup de débat là-dessus. Son shoot, il est assez incroyable parce qu'en fait, il dégaine hyper rapidement et puis de toute façon, il peut dégainer de n'importe comment, partout, en catch and shoot, sur pull-up, en sortie de dribble, en sortie de pick and roll, même si c'est pas un genre de pick and roll à haut volume. Il peut tout faire avec son shoot. Ensuite, la deuxième qualité, c'est que c'est peut-être aussi le meilleur, joueur off-ball de l'histoire parce qu'il a un cardio incroyable. C'est un mec qui commence quand même beaucoup d'actions, off-ball. Avec son cardio, donc il crée énormément de décalage parce que tu peux pas le laisser à 3 points. Mais en même temps, s'il cut, vu qu'il a dû toucher aussi sur son flotteur, si tu lui laisses un peu trop d'espace, c'est ça qui va créer les décalages. Et vu qu'il a aussi un bon passing, ça va créer aussi des décalages pour les autres. Donc le combo joueur qui a du cardio plus volonté de jouer off-ball, il est assez incroyable. Et ensuite, la troisième qualité, c'est quand même les skills aussi balle en main, qui ont toujours été sous-cotés parce que quand on pense à Curry, on pense au shoot. Mais en fait, Curry, c'est un putain de handle. C'est un mec qui te met, je crois que c'est l'année 2016 ou 2015, je sais plus, mais il met 2 fois Chris Paul quand même sur les pattes. Et, c'est des actions qui avaient beaucoup tourné. Le passing aussi, donc les skills balle en main de Curry, on en fait beaucoup sur les 2 premières choses que j'ai citées, mais il a toujours été exceptionnel là-dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je trouve qu'effectivement, en fait, le cardio est tellement le détonateur de son jeu. Son cardio est tellement extraordinaire que ça lui permet tout ce qu'il fait derrière, quoi. C'est-à-dire de tirer avec lucidité, de courir autant sans ballon, d'être aussi fort en dribble. Je trouve qu'effectivement, son toucher, en fait, t'es peut-être sur le joueur. C'est peut-être le joueur all-time qui a le meilleur toucher, en fait, Curry. Tu vois, je pense que sur sa génération, en fait, ça se bat avec Kyrie. Mais derrière, le toucher au cercle a toujours été fou. Le flotteur est extrêmement précis. Bon, le tir qui est comme un très bon indicateur de toucher, c'est le meilleur tir d'histoire. Ah, il y a un toucher qui est dingue. Et moi, le dernier truc que j'aurais rajouté sur ses points forts, c'est que le passing de Curry n'a jamais été un point fort, en fait. C'est un joueur qui sait faire les bonnes passes. Mais donc, tu n'as pas un joueur qui va créer du chaos par sa passe, ou en tout cas qui fait de la manipulation de défense. Mais il se trouve que chez lui, c'est totalement remplacé par ce qui fait ce qu'est Stephen Curry. C'est sa gravité. C'est que c'est un joueur qui a une gravité dingue. Et en fait, lui, pour le coup, il est aussi l'héritier d'une époque de la NBA. On jouait pas mal là-dessus. Ray Allen était un joueur qui montrait beaucoup ça. C'est-à-dire que le jeu sans ballon pour pouvoir jouer sur les shooters, c'était assez important. Et on s'est rendu compte, alors c'est peut-être un peu plus après le prime que tu cites, mais c'était aussi vrai dans le prime, que c'est un joueur qui pouvait survivre, enfin pouvait faire en sorte que son équipe survive dans un manque de spacing parce que lui peut te créer presque le spacing tout seul par la gravité dingue qu'il a et parfois même libérer un peu la raquette quand bien même il te manque un shooter ou deux sur le terrain parce que sans ballon il génère beaucoup trop d'attention, quoi. Et ça pour moi c'est ça vraiment le super pouvoir de Stephen Curry qui a un peu la synthèse de tout ce qu'il fait bien, c'est sa gravité sur le terrain qui pour moi sur allez, il y a peut-être Yanis, mais sur l'ère qu'on a, on va dire, depuis 2015, est inégalée.
Mais du coup, c'est ce qui est dingue, c'est une gravité off-ball parce que la plupart des joueurs, Ouais, tout à tous fait. les joueurs ou presque, ils ont une gravité off-ball. Et la limite, le joueur qui pourrait avoir la meilleure gravité off-ball, c'est Wemby parce que c'est une telle menace de lob et tout que ce sera toujours compliqué parce qu'en plus il peut stretch. Mais c'est vrai que c'est une gravité qui est folle parce que c'est une gravité qui est off-ball dans un premier temps, quoi. Et le problème des gravités off-ball, c'est qu'elles sont extrêmement dures à couper. C'est-à-dire qu'un joueur sans ballon, un joueur qui a le ballon, tu peux faire des prises à deux, enfin, bon, ça va générer de la gravité, mais enfin, au bout d'un moment, tu peux trouver des trucs. Mais un joueur sans ballon, c'est un peu l'enfer, quoi, parce que tu vas pas faire des prises à deux sans ballon. Mais il était tellement fort là-dessus qu'on s'est retrouvé à avoir dans certains matchs, certaines séries, des prises à deux sans ballon, quoi, qui ouvraient l'accès au Ouais. cercle. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des trucs que t'aimais un petit peu moins avec Steph Curry dans cette période-là? Ouais, bah le premier truc, c'est les limites physiques et athlétiques. Ça s'est quand même vu, enfin ça s'est souvent vu. Et alors ça s'est pas trop vu dans son prime parce qu'il y avait pas encore des mecs qui hunt le mismatch, à part quand il jouait LeBron où là il se faisait hunt, il se faisait chasser par LeBron on ball. Mais ça se voyait pas trop, il y avait pas encore énormément de superstars. Je trouve que ça se voit surtout dans la NBA actuelle. Où tu sens que quand même sur beaucoup de match-up il a du mal parce qu'il y a beaucoup plus de mecs qui peuvent chasser la mismatch. Mais bref, il y a toujours eu, vu qu'il fait qu'un 90 et 90 kilos, ce qui pour un mec lambda est déjà énorme, mais pour un joueur NBA, bah c'est pas ouf, quoi. Donc les qualités athlétiques et la défense de manière générale on ball, même si il a toujours été intelligent pour gratter des ballons et tout. Et ensuite, moi, j'ai jamais été fan du playmaker qui était Curry, notamment dans son prime où il avait quand même besoin, tu vois, du relais qui était Draymond pour faire le jeu. Parce que c'était un bon passeur, mais en fait c'était un bon passeur parce qu'il créait énormément de décalage par lui-même et par ses qualités qu'on a dit. Mais finalement, c'est aussi un joueur, je trouvais, qui quand il avait du mal à mettre dedans à 3 points, il avait du mal aussi à faire briller les autres et à s'adapter avec du basket beaucoup plus on-ball. Il était capable de le faire, évidemment, mais à un niveau où, par moment, c'était un peu problématique. Et tu vois, dans son prime, je trouvais que ça s'est aussi vu, bon, on en parlera des limites, mais ça s'est notamment vu de temps en temps en playoff, notamment face aux Cavs. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui avait du mal à assumer énormément de volume, et c'est pour ça il était aussi content que KD vienne en 2016, quoi. Alors, je trouve que sur ce que tu disais sur le premier, sur effectivement la défense quand il est un peu chassé, il y a peut-être un deuxième joueur et une deuxième équipe qui l'a beaucoup fait, c'est quand même Houston avec James Harden qui l'attaquait un peu à répétition. Alors moi, il se trouve que j'ai toujours trouvé, mais même avec LeBron, qu'il s'en sortait pas si mal que ça. Finalement, j'étais toujours un peu étonné d'avoir l'impression que c'était pas si fonctionnel que ça. Alors ça marchait, hein, mais je trouvais qu'il arrivait bien quand même à sauver les meubles. Tu vois, c'était pas non plus un trou béant en défense. Et parfois, je pouvais avoir l'impression que d'ailleurs les équipes faisaient ça tout autant pour le fatiguer que pour réellement avoir un scoring profitable. Bon, il se trouve qu'aussi, le problème, c'est qu'autour, il y avait que des bons défenseurs et que parfois, bah, juste structurellement, c'était lui le moins bon défenseur. Et du coup, ils essayaient de le cibler un petit peu. Mais je suis comme toi, je me suis noté que la défense était quand même un peu en dessous. Le deuxième point que je me suis noté, ça va peut-être un peu avec ce que tu dis sur le volume, c'est que dans l'ère du switch all, et là, le prime que tu as pris, il y a quand même au moins 3-4 ans là-dedans, l'isolation est pas assez forte. L'isolation est clairement pas assez forte. Et c'est pour ça que KD vient. Et ça, pour moi, c'est son principal problème. C'est les limitations sur l'isolation. Et le dernier que j'ai eu, c'est les blessures, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où il a des problèmes de blessures. Il y a peut-être juste un point qu'on n'a pas noté quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de son jeu sans ballon, et c'est vrai que à force de voir Stephen Curry, on a tous été impressionnés par son jeu sans ballon. Il y a quand même un point juste qu'on n'a pas noté, je suis désolé, je fais un petit retour en arrière. Non mais c'est son pull-up, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi on l'a pas cité, le pull-up sur le pic, qui est juste le meilleur pull-up sur le pic peut-être de tous les temps, quoi. Avec James Harden. Donc voilà, je voulais juste aussi le noter. Et c'est vrai que son passing était pour le coup très dépendant de son pull-up sur le pic, mais qui est peut-être un des meilleurs pull-up, peut-être le meilleur pull-up de tous les temps. Enfin, c'est le seul mec qui a fait en sorte que les pivots aient à sortir. Est-ce que Curry est pas le mec d'ailleurs qui a créé le switch all, hein? Parce qu'en fait, les pivots devaient sortir tellement haut qu'au bout d'un moment, les défenses se sont dit, bah, il va falloir battre Golden State, on va faire du switch all, parce que le problème avec Curry, c'est qu'il faut sortir 2 mètres derrière la ligne, c'est injouable, en fait. On peut pas repartir derrière, donc on est obligé de switcher. C'est quand même, enfin, on va pas, presque j'embraye sur l'héritage, là, mais je trouve que c'est un élément, du coup, assez central. Tu vois d'autres éléments, toi, sur les points faibles? Non, comme ça, non. Sur la construction, pour toi, c'est quoi la construction un peu optimale avec Steph Curry?
Bah, en fait, c'est un des rares joueurs quand même, Steph, où en fait, t'as pas vraiment besoin de beaucoup de spacing, quoi. En fait, il crée limite à lui-même un spacing plus. Bon, après, dans son prime, vu qu'il joue avec Clay, il joue peut-être avec un top 3, top 5 shooter aussi all-time à côté de lui. On est peut-être biaisé aussi par ça. Mais en fait, je trouvais que même, enfin, quand tu regardes les ratings de Curry et Draymond sans Clay, ils sont quand même toujours exceptionnels. Donc en fait, tu avais juste besoin d'un hub offensif avec Draymond, et c'est lui qui te crée toute ton attaque avec tout ça. Et t'avais pas forcément besoin d'énormément de spacing, quoi. Et que finalement, Clay, c'était plus un luxe qu'autre chose pour avoir encore plus d'espace, parce qu'en fait, il y avait déjà énormément d'espace à travers lui tout seul, quoi. Et ce qui est bien aussi, une autre qualité de la construction d'équipe autour de lui, c'est qu'en fait, pour le coup, c'est quand même un joueur qui peut exister avec d'autres stars, comme Kevin Durant. Avec KD, on a vu qu'il avait tendance à moins assumer le côté franchise. Il y a quand même 2 finales où c'est pas lui le MVP des finales, et je trouve que ça compte quand même. Mais ce qui est bien, c'est il a toujours été fit avec une autre superstar, quoi. Ce qui est quand même pas le cas d'énormément de joueurs. Et qui est une vraie qualité, je trouve, pour le coup. D'être capable de fit facilement avec une autre star, je trouve que c'est une vraie qualité qu'on pourrait donner par exemple à Kyrie aussi, tu vois. Alors effectivement, ils sont parfois peut-être un peu plus en difficulté en première option, mais il se trouve que que le Coco, alors c'est hors prime, hein, mais il a un titre sans autres superstars. Donc du coup, ça coupe un peu ce narratif-là avec Steph Curry. Ouais, je trouve que c'est compliqué dans la période de prime de trouver une construction idéale parce que les effectifs étaient tellement forts qu'effectivement, tu as la version 2015 où tu peux quand même en dire un peu quelque chose. Moi, je trouve que quand ils gagnent leur titre en 2022, bah, j'aime bien comment l'effectif est construit et je trouve que l'effectif de 2022 symbolise assez bien le fait qu'avec lui, t'as pas tant besoin de spacing que ça, parce que l'équipe était pas tant maximisée que ça sur le spacing, elle était plutôt vraiment renforcée sur la partie défensive et création avec Jordan Poole et avec les défenseurs autour et en fait, bah, ça marchait super bien. Alors ils ont un peu un coup de chaud durant les playoffs, mais ça marchait super bien. Et les équipes de Curry, d'ailleurs, ont toujours très très bien défendu. Alors ça, je pense qu'il faut plus l'imputer à Draymond qu'à lui. Mais c'est aussi le fait qu'on construisait des effectifs assez défensifs et comme tu le dis, lui maximise le spacing. En tout cas, le crée même tout seul. Et je trouve que c'est son principal point fort. Et du coup, je trouve que l'équipe de 2022 symbolise assez bien comment tu peux créer un effectif autour de Steph Ouais. malgré les différentes limitations que tu vas chercher dans les profils. Et en fait, du coup, il te permet d'aller chercher des joueurs un peu laissés à l'abandon en les revalorisant. Et Sean Livingston est un très bon exemple de ça, par exemple. Et ça a beaucoup de valeur parce que c'est des joueurs dont personne veut trop parce qu'ils limitent ton spacing. Et lui, avec lui, bah, c'est pas très grave et du coup, tu peux aller les chercher, quoi. Ouais, Et c'est Andrew vrai. Wiggins aussi l'a été d'ailleurs. La seule limite, je trouve, c'est quand même il fallait bon, il a joué toute sa carrière avec Draymond, qui est un énorme défenseur intérieur et tout, mais je trouvais qu'il fallait quand même des ailiers qui peuvent être impactants sur les aides, et aussi des top défenseurs extérieurs. Parce que dans son prime, ça va, parce qu'il avait Iguodala et Clay à côté. Mais tu vois, sur la fin de sa carrière, on voit un mec quand même qui est quand même moins impactant, parce qu'il a plus ce niveau de défense point of attack ou de défense sur les ailes à côté de lui, quoi. Et puis c'est pas un tout-way. T'as tout à fait raison. Tu le dis aussi sur la partie défense, c'est clairement pas un tout-way. Sur l'héritage, Paul, l'héritage de Steph Curry, qu'est-ce que tu nous en dis? Bah, c'est le visage de la révolution du spacing, du tir à 3 points, d'une NBA et quand même d'un sport qui a quand même beaucoup changé à travers ça. Maintenant, pour moi, c'est plus quelqu'un qui a accéléré ce processus que celui qui l'a créé. J'ai un peu du mal avec les gens qui disent qu'il a créé la révolution. Pour moi, il a plus accéléré la révolution qu'il l'a créée. Et après, bah, il a montré qu'on pouvait à nouveau être dominant en étant petit. Il y a aussi un rôle du meneur qui a changé parce qu'en fait, le meneur, il était plus playmaker pour les autres, mais surtout scoreur pour lui-même. Et d'ailleurs, le switch entre 2015 et 2016, où il prend quand même 7-8 points par match, c'est aussi le switch où Curry devient vraiment lui-même et ce scoreur ultra dominant. Et ensuite, oui, comme on l'a dit, il a une espèce de gravité qui est indéfinissable, qu'on a eu du mal à retrouver chez certains joueurs à travers son jeu off-ball et aussi l'importance du jeu collectif autour de lui. Ouais, moi, je vais être un peu plus fort que toi sur la partie héritage. Pour moi, Curry est le joueur qui est à l'origine est à l'origine d'un grand changement qui a pas duré si longtemps que ça, mais je l'ai dit avant, c'est Switch All.
parce que c'est quand même les Warriors qui sont l'équipe championne et que les Cavs 2015-2016 s'adaptent à ça. Et d'ailleurs, tout le monde prend un peu le pli, y compris Houston, sur le switch all. Et tout ça naît de Curry et de son pull-up qui fait qu'on est obligé de faire du switch all. Sinon, on se fait allumer. Donc ça, c'était quand même déjà Alors, c'est pas un changement aussi important que le deuxième, parce qu'en fait, il dure que pendant 4-5 ans avant qu'on repasse à de la défense de drop. Mais c'est quand même un changement hyper important. Bah, même plus 5-6 ans d'ailleurs. Et non, mais le deuxième, ouais, alors tu dis que pour toi, pour moi, il est quand même à l'origine de ce mouvement. Enfin, c'est lui qui agrandit le terrain, parce que c'est lui qui ouvre les portes des tirs beaucoup plus loin. Et c'est ça qui rend le terrain beaucoup plus grand, c'est de se dire qu'on peut tirer de pas simplement à mi-distance, ça avait déjà bougé, pas simplement collé à la ligne, mais en fait, on peut tirer 1 mètre, voire 2 mètres derrière la ligne. Et on s'est mis à avoir des mecs à 45 qui étaient beaucoup plus loin, des mecs sur le pic. LeBron, la transformation de LeBron après que Curry prenne certains tirs, elle est marquante aussi. Lui aussi se met à tirer beaucoup plus loin. On a des joueurs comme Damian Lillard. Ça, je suis d'accord. La partie du pull-up, finalement, ils sont pas tant que ça à l'avoir fait parce que ça demande un niveau de skills qui est énorme. Par contre, les mecs à 45 qui sont hyper loin, bah ça vient un peu avec lui. Et donc, pour moi, mais je suis curieux d'avoir ton avis, pour moi, il y a aucun joueur qui a l'impact de Curry sur le jeu, en fait. Il y en a aucun. On en reparlera dans notre épisode. LeBron en a un très grand, mais lui, vraiment, c'est monstrueux. Il a vraiment changé le jeu pour moi. Dans l'histoire ou dans les mecs qu'on a cités? Dans les mecs qu'on a cités, pour moi, il n'y a pas grand-chose de comparable. Ouais, c'est vrai. On en reparlera parce que LeBron, pour moi, l'impact est vraiment énorme. Mais il n'y a pas grand-chose de comparable. Mais même dans l'histoire, quoi. Enfin, sincèrement, t'as peut-être Karim Abdul-Jabbar en NCAA parce qu'on interdit les dunks à un moment donné tellement il mettait des paniers proches du cercle. Mais on s'arrête à ça, quoi. Bah, Non, mais l'impact, il est monumental sur le jeu. l'héritage sur le jeu, c'est vrai qu'il est peut-être, top 1 all time, quoi. C'est sûr. Ah, le basket a tellement changé avec lui que c'est vrai que je trouve que c'est un héritage qui est énorme. On en a pas mal parlé des petits événements problématiques. On a plutôt parlé des défauts, les événements problématiques. T'en as, toi, en tête ou pas? Finale 2016, à la fin, il est quand même très maladroit. Puis la passe dans le dos, pour Clay, elle est quand même, très limite aussi en termes de prétention de croire que tu pouvais réussir comme ça. Et après, après, il y a les finales 2015 où il gagne, mais tu vois, il galère un peu au début, il se rattrape bien à la fin. Il est quand même pas MVP des finales, tu vois, c'est Iguodala qui est MVP des finales. Bon, après, c'est des votes, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y avait ce truc-là en play-off avec Curry comme on l'a déjà dit, mais d'avoir du mal à assumer du volume. Parce que quand les 3 points viennent pas, bah, c'est pas un joueur qui pouvait être dominant sur le scoring à 2 points, quoi. Même s'il avait dû toucher évidemment au cercle et tout, il y a eu quand même ce truc d'avoir du mal à assumer un certain volume. Merci, les 3 points venaient quand même souvent. C'est vrai que c'est surtout sur les finales NBA, parce que avant les finales NBA, il y a quand même souvent où il est très fort, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même sphère sur cette période-là que Kobe, par exemple, qui est toujours le plus fort de son effectif. Il y a des moments où le relais est pris par Clay. Enfin, c'est plus d'ailleurs, il est peut-être plus à comparer à Tim Duncan, en fait, dans la façon dont il s'intègre dans le collectif. C'est-à-dire qu'il peut accepter à certains moments qu'il y a un autre joueur qui prenne la main. Le fameux Game 6 de Clay, enfin les Game 6 de Clay en sont un bon exemple. Effectivement, la façon dont il a laissé KD prendre la main. Oui, je suis d'accord. La finale de 2016, elle est un peu problématique. Il est complètement cramé, quoi, sur la fin. Là, pour le coup, le fait de C'est vrai l'avoir qu'il y a ciblé tout le temps a marché parce qu'il finit la série, il est cramé complet. puis il y a une régulière où il gagne 73 matchs aussi, c'est sûr. Et il se blesse, hein. Il est blessé au début des playoffs et il joue pas le début des playoffs et il revient un peu. Alors, c'était beaucoup posé la question de est-ce qu'en fait il s'est pas blessé à la fin de la saison régulière et en fait il force un peu pour qu'il prenne le 73-9 et du coup il est un peu Ouais, ouais. un peu blessé. C'est un peu bon. C'est vrai que c'est un moment un petit peu difficile. Il y a effectivement ce petit bas. C'est dommage qu'on n'ait pas pris les 7 ans parce que si on avait pris les 7 ans, il y aurait quand même 4 titres, hein. Et là, ça a commencé à faire beaucoup. Et je trouve que le titre de 2022, il est énorme dans son impact. Tu vois, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a le MVP unanime en 2016, mais tu vois, on aurait pu ne pas prendre 2014-2015 hein, et prendre 2022 plutôt que 2015, en fait, Oui, dans les voilà. années. Ça aurait, Ouais, ça c'est aurait vrai. pu être contendable tant le titre pour moi a de la valeur. 2 matchs, Paul, pour nous parler de Steph. Ce serait quoi pour toi les 2 matchs? Le premier match, c'est le match de la régulière là face à OKC où il met, ce shoot incroyable, de très loin, pour entériner OKC, où il met 46 points. Il a 12 sur 16 à 3 points sur ce match et je crois que c'est le record, à 3 points et il avait Est-ce que tu sais cassé qui détenait le record avant lui? ça Il devait était être, double détenu, le record, et c'était 12. je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. C'était par Kobe qui l'avait et c'était par Donial Marshall, qui est un OK. joueur dont tu connais peut-être même pas, qui a joué avec LeBron à une époque, mais qui était un role player.
Si, Je ouais, pense il a joué au qu'effectivement, Cavs. mais c'était pas 12 sur 16 par contre. Oui, je me rappelle, enfin, il avait cassé Internet après, quoi. Sur Twitter à l'époque, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et le deuxième match, en fait, c'est la série contre les Rockets, mais en 2019, pas en 2018, les demi-finales de conf, le Game 6 contre Houston. KD se blesse sur le match précédent et on se dit, ah putain, Houston, ils ont peut-être enfin une chance de les battre. Et sur le Game 6, il met 0 points en première mi-temps et il met 33 points en seconde mi-temps et finalement il s'impose, il gagne 4-2. Bon, après, ils perdent en finale. Je trouvais que ça symbolisait bien Curry parce que par moment, il était capable de passer à côté, mais que quand il était dedans, en fait, il était injouable et tu perdais à la fin. Ouais, c'était un peu le roi des troisième cartons aussi, hein. Toujours très très fort hein, sur les troisième cartons à l'image des Warriors. Moi, j'avais un autre match en plus, mais par contre qui est hors prime. C'est le dernier match contre Boston en 2022 dans la finale où il met 34 points. Il fait un 34-7-7 à 6 sur 11 à 3 points. Moi, j'aime toujours beaucoup ces performances de clôture là, de série là, quand tu dois finir. Et quand les mecs font une grosse perf, je trouve ça toujours très très fort. Et donc, j'avais ce match-là. Donc, notre cher Steph Curry, on a fait le tour, Paul, de Steph. On en vient à notre classement, notre petit classement pour voir comment on va rank tout ça désormais, puisqu'on a de la visibilité sur tous les joueurs. Je vais repartager le petit écran. Le voici. Alors, Paul, comment tu nous classes? On va commencer par Kevin Durant. Comment tu nous classes, KD? Déjà, moi, les trois qu'on a cités, je les ai devant tous les autres. D'accord. Ok. Ok. Et Donc tu l'as KD, devant Yanis au moins. ouais, KD, pour l'instant, KD, si on classe KD en premier, là, on n'a pas encore mis Kobe et Curry, pardon, KD, moi, je l'ai devant tout le monde. Ok. Alors, moi, KD, pour le coup, j'ai longtemps hésité avec Kawhi, mais le problème c'est que le volume de saison régulière de Kawhi me pose trop soucis. Et du coup, je vais avoir KD derrière Yanis quand même. Tout simplement parce que je trouve que les titres de KD ont pas beaucoup de valeur, que la domination en régulière, elle est pas plus forte que celle de Yanis, et que Yanis, il a un titre, la domination de Yanis en saison régulière, c'est quand même vraiment un truc de fou. Alors, KD est un peu plus dominant en playoff statistiquement, mais ça se traduit pas trop. C'est vraiment, surtout si tu regardes le tir, quoi. Mais bon, le tir, ça fait pas tout. Pour Ouais, moi, mais j'ai même en Yanis devant résultat, KD assez nettement. Ouais. Bon, après, c'est vrai Comment? qu'il y a il y a les deux titres contre les Warriors qui sont durs à juger, mais finalement, tu vois, là, on juge quand même le côté individuel de la chose, mais il fait 3 finales de conf, 2012, 2014, 2016. Pour moi, ça a de la valeur. Yanis, je trouve qu'il a pas été assez régulier, quoi, en playoff dans son prime. Il y a quand même un niveau scoring, c'est quand même important le scoring, et Yanis, il a beaucoup baissé en playoff, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a une domination sur régulière qui est quand même nettement plus haute chez Yanis, hein. Je trouve, hein. Il y a quand même un gros écart pour moi entre KD Ouais. et Yanis, hein. KD en régulière, c'était quand même à chaque match, les 30 points, c'était dans les doigts dans le nez, quoi. Ouais, Enfin, mais moi, Yanis, t'as une telle génération de KO, ouais, ok. Moi, j'ai Yanis, mais même assez nettement ok. en réalité, hein. Devant KD, évidemment, quand tu génères autant de KO, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, quoi. Ça a vraiment, vraiment beaucoup de valeur, quoi. Mais bon, ok, je peux comprendre. On fait quoi après? On fait Kobe, parce que je pense que le premier, j'imagine qu'on aura le même, mais Kobe, est-ce que toi, Kobe, tu l'as devant KD ou pas? Kobe, moi, je l'ai derrière KD. Oh, oh là Ouais. là, Paul, pas toi. Comment tu peux me faire ça? C'est dur, Mais comment tu tu sais peux que l'avoir moi, derrière? moi, je l'ai derrière. Moi, je trouve que le prime de KD, il est encore plus dominant que celui de Kobe, quoi. Oh là là, putain, je t'ai Mais je l'ai quand même devant Yanis. Je l'ai devant Yanis, moi. Moi aussi, je l'ai devant Yanis. Je l'ai aussi devant Yanis. Mais alors, par contre, en plus, pour moi, c'est tellement deux joueurs qui sont proches qui sont proches dans le profil. Alors, ok, KD, il y a l'efficacité au tir qui est géniale, mais enfin, il y a quand même un énorme problème. Enfin, bref, ok. Pour moi, il y a un énorme problème avec KD qui a quand même la capacité à emmener jusqu'au bout, quoi. Qui est quand même le but de Ouais, ces joueurs-là. ouais, mais moi, je sais pas, moi, j'ai toujours adoré le prime de KD, notamment au Thunder, où finalement, quand tu regardes, il perd en Ah, mais playoff contre dans des ce que t'as super mis, teams, il quoi. y a que 2 ans, ouais. Ok. Hmm. Tu vois, Ouais, plus que ça, ouais. j'ai mis 2012 où il fait finale NBA, 2014 il fait finale de conf, il perd contre des super teams. Faut pas oublier que l'Ouest des années 2010, il y a tellement de bonnes équipes, il y a énormément d'équipes qui font 55 wins. T'as les Grizzlies, les Clippers et tout, c'est des équipes qu'il a gagné à chaque fois, tu vois. Enfin, après, pas Ouais, à mais chaque fois parce que des fois il y a des les années blessures. 2000, c'est encore pire. Là-dessus, les années 2000, c'est encore pire.
Moi, je trouve que c'est moins dominant comme les années 2000. Enfin, je trouve que Kobe, à part les Spurs, en fait, il y avait moins d'équipes dominantes dans les années 2000. Pour moi, la NBA, la conférence Ouest des années 2010, c'est vraiment ultra compliqué. Et lui, il était régulier en playoff, quoi, KD. Et en plus, Kobe aussi, ensuite, en hein. efficacité au scoring, il met une claque quand même à Kobe, quoi. Et ça compte Ouais, mais énormément. Kobe est pas dans l'ère de l'efficacité. Si tu regardes, il met une claque en fait à tous les joueurs de cette époque-là, parce que c'est pas cette ère-là. C'est sûr. Après, moi, je mets KD devant Kobe, mais évidemment que Kobe devant KD, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, pour moi, je mets Kobe et je le mets même devant Yanis, mais pour moi, j'hésite quand même avec Yanis. Euh, ouais, je suis étonné. Ok, je suis étonné. Enfin, pour moi, c'est une lecture Et ça me fait pas plaisir, hein. très Ça me fait pas scoring, quoi, plaisir. tu vois. Ouais. Pour moi, c'est une lecture qui est hyper scoring, quoi. Mais sauf que, enfin, le Ah, scoring, c'est je trouve cool, mais ils pas. l'ont tous, le scoring. Ouais, mais lui, il a un niveau incroyable, mais je trouve pas qu'il y avait pas que le scoring quand même avec KD. Et surtout, Kobe Giannis, c'était pas non plus des passeurs et des générateurs de jeux collectifs exceptionnels. Et KD avait quand même des tools assez incroyables pour être impactant en défense aussi, quoi, tu vois. Et Ouais, mais enfin, après, bon, sur la génération avec les autres, par exemple, avec Yanis, la différence, elle est énorme. Yanis, de il quoi? génère tellement, c'est un générateur de prise à deux automatique. Oui, mais en Alors, playoff, on en a parlé la les semaine mecs dernière. C'est athlétiques. sûr que sur les playoffs, il y a des limites, on l'a vu, hein, je suis d'accord, J'ai mais toujours trouvé que c'était très frustrant en playoff, parce qu'il y a pas de shoot extérieur, tu vois, avec Giannis. ouais, ok. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a le problème du shoot extérieur, mais bon, je valorise plus le fait d'accéder à répétition au cercle que des mi-distances, quoi. Mais, Après, je valorise plus la capacité à pouvoir exister au scoring en playoff, je pense que toi, ouais, mais le que truc, toi. c'est qu'en fait, quand on dit ça sur Yanis, le problème, c'est que si tu regardes, il est quand même dans les mauvaises séries, mais il a 30 points de moyenne à quasiment 50% au tir, en fait. Alors, il n'y a Ouais, pas mais 3 c'est points, le beaucoup TS+, blessé c'est aussi, tu plus bas, vois. hein, je suis d'accord, hein. Et puis, enfin, je veux dire, KD n'a jamais eu la rim protection de Yanis, quoi. Non, c'est sûr. Mais Donc, bon, ok, mais bon. C'est chacun son classement, après, hein. Chacun son classement, c'est bien oui, aussi que voilà. ça génère le débat. On est d'accord que sur Steph, c'est le premier, quand même. Ouais, Tu vas Steph, quand même c'est le pas me premier. foutre KD devant Steph, hein. Non, quand même. Même si Bah, il a été 2 fois MVP devant lui, enfin deux fois MVP des finales quand ils ont joué ensemble, ça compte. Mais oui, évidemment, Steph, c'est trop dessus. pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Ouais, moi, je vais mettre Steph quand même au-dessus de Kobe, que je vais avoir comme ça. Alors, moi juste pour parler rapidement, j'ai une grosse hésitation quand même entre Kobe et Yanis. Pour moi, on est un peu dans la Pourquoi? même range, mais bon, le problème, c'est que bon, 3 finales, 2 titres, quand le projet est construit autour de toi, bah, ça vaut quand même beaucoup plus que un titre et 0 finale, quoi. Bah ouais. Je mets aussi Kobe devant KD parce que, enfin, KD dans ces périodes-là, il va au titre, mais dans des équipes qui sont pas construites autour de lui, quoi. C'est Ouais, un plugin là-dedans, ce qui est pas le cas de Kobe. je suis OK, mais je trouve que Kobe, il est dur à gérer comme on l'a dit, parce que c'est une époque qui est quand même différente des primes d'aujourd'hui, tu vois? Et j'aurais pu le mettre 3. Bon, je l'ai mis combien? Là, il est troisième pour l'instant dans le classement. Oui, j'aurais clairement pu le mettre devant Kevin Durant, tu vois. T'aurais dû, t'aurais dû. J'aurais peut-être dû, mais D'ailleurs, c'est sûr que ça me fait pas plaisir de mettre KD devant tous ces mecs, hein. et d'ailleurs, Mais moi, bon, je reviens un peu sur mon classement de la semaine dernière rapidement. J'ai bien réfléchi. Je pense que j'ai un peu abusé en mettant Chris Paul devant Dirk. Je pense OK, qu'effectivement, Dirk est peut-être devant Chris Paul. OK. Et moi, je le dis quand même, j'avais quand même une grosse hésitation entre KD et Kawhi. C'est vraiment la dimension saison régulière qui m'a fait mettre KD devant Kawhi. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même plus de répétitions arrivées jusqu'au bout. Mais enfin, j'ai toujours eu l'impression que Kawhi en playoff était quand même nettement plus dominant que KD, quoi. Bah, Kawhi, pour moi, si c'était pas un joueur injury prone, il est devant Kobe, hein. Ils ont pas, mais En ils ont pas. en 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 je vois pas ce qu'il a de moins que Kobe, quoi. Le scoring, il est encore limite plus dominant. La défense, il est plus dominant. Le Oui, passing, après, le truc, c'est que tu sais pas ce que ça aurait fait sans blessure. C'est-à-dire que tu sais pas qu'est-ce que ça aurait permis c'est pour ça que d'accomplir, je est-ce dis qu'il aurait sans fait des blessure. régulières. C'est pour Ouais, ça que je ouais, dis non, mais je suis sans d'accord. Oui. blessure et tout. Ouais, Que pour moi, ouais, Kawhi, ouais. sans blessure, il est devant Kobe, tu vois. Mais il y a des blessures, donc voilà. Ok. Bon, bah écoute, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais devoir réfléchir assez nettement, Paul, mais il y a un monde où Steph, dans mon classement, reste premier jusqu'au bout quand même. OK. Parce que le truc héritage est tellement fort. Enfin, on en parlera dans les autres épisodes. En tout cas, on est curieux d'avoir de votre côté votre classement. Bon, vous l'avez bien compris, hein, c'est un classement. En fait, on voulait pas non plus faire un classement avec trop de règles parce que après, ça donne trop de sérieux dans les classements. Le but, c'était surtout de parler des joueurs.
Donc, Ouais, c'est sûr. chacun fait aussi un petit peu son classement. On est curieux d'avoir le vôtre, en tout cas, pour savoir un petit peu comment vous rankez tout ça. Et puis, on va faire comme la dernière fois. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, on vous remercie. Parce qu'on est conscient que celui-ci était un petit peu plus long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera comme on a fait là, au tout début, on répondra à une question. Et puis, Paul, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. On peut conclure. Restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!